Le tonnerre grondait à l'extérieur de la fenêtre comme s'il déchirait la nuit tranquille en morceaux, et il déchirait aussi mon cœur déjà brisé. Cette pluie d'Atlanta ce soir, était si froide et impitoyable. Les gouttes fouettaient la vitre comme des milliers d'aiguilles invisibles perçant ma peau et me glaçant jusqu'aux os. Je me suis blotti sur le porche de pierre froide, mes bras serrés autour de Zion, mon fils de 5 ans. Il s'était endormi dans mes bras, son visage joufflu encore strié de larmes. Il était probablement encore effrayé dans ses rêves par les cris de sa grand-mère. Dehors, le lourd portail en fer s'était refermé avec fracas, coupant tout chemin de retour pour mon fils et moi. À l'intérieur, cette maison spacieuse de 3 étages où j'avais investi toute ma jeunesse pendant les 3 dernières années pour l'entretenir me paraissait maintenant plus froide et plus terrifiante que n'importe quel autre endroit. Avant de continuer, juste un petit rappel, je partage de nouvelles histoires de vie tous les jours. Si vous les appréciez, vous abonner et aimer la vidéo signifierait beaucoup pour moi. Maintenant, continuons. La fin vous surprendra vraiment. Les paroles ignobles de ma belle-mère, Madame Céleste Vance, résonnaient encore dans mes oreilles, tranchantes comme des couteaux, toxiques comme du venin. Sors. Quitte cette maison immédiatement. Je ne veux plus jamais revoir ton visage. Tu es une femme sans valeur, une parasite, et toi et ton fils êtes 2 fardeaux pour cette famille. Elle avait jeté ma vieille valise dans la cour, vêtements et effets personnels éparpillés sous la pluie. Mon beau-père, M. Élise Vance, se tenait là en silence, détournant le visage, une complicité silencieuse plus effrayante que 1000 mots d'expulsion. Que avais-je fait de mal? Que avais-je fait de mal pendant ces 3 années? Depuis le jour où Sterling, mon mari, a disparu lors d'un voyage d'affaires fatidique, j'avais juré de vivre pour lui, de prendre soin de ses parents et de maintenir cette famille intacte. Pendant 3 longues années, je me suis transformé d'une fille qui ne connaissait que les livres en une femme travailleuse. Je me levais avant l'aube pour préparer les repas et nettoyer la maison. Je travaillais dans un centre de distribution à proximité. Mon maigre salaire allait entièrement à ma belle-mère chaque mois. Je n'osais pas garder ne serait-ce qu'un centime pour moi. J'ai humblement enduré chaque dureté, chaque critique de sa part. Elle trouvait à redire à ma cuisine, alors je me suis efforcé de préparer ses plats préférés. Elle me traitait de provinciale et de ringarde, alors je portais mes quelques vieux vêtements encore et encore. Elle se moquait de moi parce que je ne lui avais donné qu'un seul petit-fils et que je n'avais pas eu d'autres enfants par la suite. Tout ce que je pouvais faire était de baisser la tête, de rester silencieuse et d'avaler mes larmes. Je pensais que tant que j'essayerais, tant que je serais sincère, il finirait par nous comprendre et nous aimer, mon fils et moi. Mais je me suis trompé. J'étais trop naïf pour croire en l'humanité dans un endroit où l'argent et l'égoïsme triomphaient. Le souvenir de Sterling est revenu douloureusement en force. Je me suis souvenu de l'époque où cette maison était un foyer quand il était encore là. Il était un mari doux et chaleureux. Il me défendait toujours contre les plaintes de sa mère. Il disait souvent, « Maman, ne sois pas trop dure avec elle. Amara est encore jeune. Tu peux lui apprendre lentement. » Il était aussi un fils loyal. Chaque dollar qu'il gagnait, il le donnait à sa mère pour qu'elle le gère, n'en gardant qu'un peu pour m'emmener manger mes collations préférées. Il disait qu'il travaillait dur pour que ses parents et moi puissions avoir une belle vie. Mais vint ce jour fatidique. Il dut partir pour un voyage d'affaires de dernière minute à Chicago. Ce matin-là, il m'a serré dans ses bras, ainsi que le petit Zion, a embrassé nos fronts et a dit, « Papa ne sera absent que quelques jours. Soyez sages, vous deux. » Qui aurait cru que ce serait la dernière fois que j'entendrais sa voix et sentirais sa chaleur? Son vol a subi un incident et a disparu sans laisser de traces au-dessus du lac Michigan. Pas d'épave, aucun signe de vie. Il a simplement disparu de ma vie, laissant derrière lui un vide que rien ne pouvait combler. Depuis ce jour, ma vie s'est transformée en enfer. Ma belle-mère, que je respectais autrefois, est soudainement devenue une personne différente. Elle n'a pas montré la moindre étincelle de compassion pour la belle-fille qui avait perdu son mari. À ses yeux, Zion et moi n'étions que 2 épines, 2 fardeaux qu'elle devait supporter. Elle me reprochait tout. Elle disait que j'étais une guigne qui avait tué son fils. Elle me réprimandait comme une parasite même si j'étais celle qui se tuait à la tâche pour faire vivre la famille. Et ce soir, juste parce que le petit Zion avait accidentellement cassé son vase en porcelaine bien-aimé, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle a profité de cette occasion pour nous jeter, mon fils et moi, à la rue par une nuit orageuse, sans un seul dollar. Avec mon fils dans les bras,
j'ai erré sans but sous la pluie. Le bruit de la lourde valise que je traînais sur l'asphalte mouillé était si misérable. Mes larmes se mélangeaient à la pluie, salée et glaciale. Où étais-je censé aller maintenant? Retourner chez mes parents? Mes parents étaient vieux et fragiles, vivant dans une pauvre ville rurale au fin fond du Mississippi. Je ne pouvais pas y retourner et devenir un fardeau pour eux. J'ai continué à courir comme une âme perdue. Lorsque mes pieds étaient douloureux, je me suis arrêté devant la gare routière du centre-ville d'Atlanta. La lumière jaune néon de la gare illuminait des visages fatigués, des vies ratées semblables à la mienne. J'ai trouvé un coin caché sous un auvent, je me suis accroupi et j'ai couvert mon fils avec ma fine veste de pluie. Le garçon a bougé, nichant sa tête contre moi, cherchant de la chaleur. Maman, j'ai froid. Je l'ai serré plus fort contre moi, essayant de le réchauffer avec mon corps. Mon cœur me faisait mal comme s'il était ouvert en deux. Mon enfant, je suis désolé. Je suis désolé de ne pas pouvoir te donner un foyer complet. Je suis restée assise là au milieu de la gare routière bruyante et froide, me sentant complètement désespérée. Où l'avenir nous mènerait-il, mon fils et moi? Au milieu de cette obscurité, je ne pouvais qu'adresser une faible prière à mon défunt mari. Sterling, où es-tu? Vois-tu ton fils et moi? S'il te plaît, protège-nous. Où cette histoire injuste mènerait-elle? Y aurait-il un miracle pour la pauvre mère et son enfant innocent? Si vous êtes également impatient de connaître la suite, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner à la chaîne KS Stories et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la deuxième partie de cette histoire dramatique. La gare routière la nuit était un monde différent, un monde de vies ratées, de visages marqués par la fatigue et l'inquiétude. Le murmure bas des annonces se mêlait aux cris de quelques vendeurs ambulants, au rugissement des moteurs des bus en retard et au faible gémissement d'un enfant dans un coin lointain. Tout se fondait en une symphonie chaotique et mélancolique. J'étais assise là, le dos appuyé contre le mur de béton froid, sentant chaque rafale de vent passer sous l'auvent, emportant le froid humide de la pluie et me faisant frissonner sans cesse. J'ai serré encore plus fort le petit Zion contre moi, essayant de lui transmettre la maigre chaleur restante de mon corps. Il dormait, mais ses petites épaules tressaillaient parfois légèrement. Il devait faire un cauchemar. J'ai levé les yeux vers le ciel noir d'encre, sans étoiles. L'avenir de mon fils et le mien était tout aussi sombre et incertain maintenant. Où allais-je aller? Que ferais-je? Ces questions me taraudaient l'esprit sans réponse. Je me sentais inutile, si impuissante. Je ne pouvais même pas offrir à mon fils un endroit chaud pour dormir. Le désespoir me montait à la gorge. J'ai baissé la tête sur mes genoux et me suis mordu la lèvre fort pour étouffer un cri. Je ne pouvais pas pleurer. Je devais être forte pour mon fils. Juste à ce moment-là, alors que je me sentais sur le point de m'effondrer, un faisceau de lumière éblouissant a soudainement percé la pluie et a brillé directement dans le coin où mon fils et moi étions assis. Réflexivement, j'ai levé la main pour me protéger les yeux. Le ronronnement doux du moteur était nettement différent du grondement bruyant des autocars. Un élégant Cadillac Escalade noir s'est lentement arrêté juste devant moi, à seulement quelques mètres de distance. La voiture semblait appartenir à un autre monde, complètement déplacée dans l'environnement sale et animé de la gare routière. Un sentiment de malaise s'est emparé de moi. Qui venait ici à cette heure avec une voiture aussi luxueuse? La fenêtre s'est lentement baissée et le réverbère a déversé sa lumière, révélant un visage familier mais étrange. Derrière le volant se trouvait une jeune femme aux cheveux châtains clair teint à la mode et aux lèvres peintes d'un rouge foncé. Elle portait de grandes lunettes de soleil, même s'il était tard dans la nuit. Je me suis figé. Mon cœur a semblé cesser de battre. C'était Jordan, la sœur cadette de Sterling. Cela faisait 3 ans que je ne l'avais pas vue. La dernière fois, c'était aux funérailles symboliques de son frère. À l'époque, elle était encore une jeune fille qui s'habillait de manière provocante et me regardait toujours d'un air méfiant et en coin. Elle ne m'avait jamais appelé belle-sœur avec respect. Après ce jour-là, j'ai entendu dire qu'elle s'était enfuie de la maison, menant une vie dissolue quelque part, et qu'elle revenait rarement. Ma belle-mère la maudissait chaque fois qu'elle mentionnait son nom, la qualifiant de fille indisciplinée qui portait malheur à la famille. Et maintenant, elle était assise là dans une voiture chère avec un comportement complètement différent, n'étant plus la rebelle irrespectueuse de l'époque, mais avec une froideur et un calme effrayant. Elle a enlevé ses lunettes de soleil. Ses yeux perçants m'ont regardé directement sans aucune émotion. Monte, a-t-elle dit. Sa voix était monotone. Ce n'était pas une question, mais un ordre.
Je suis resté cloué sur place, la tête qui tournait. Pourquoi était-elle ici? Comment savait-elle que mon fils et moi étions à la gare routière? Ma belle-mère l'avait-elle appelé, ou était-ce un autre piège tendu par sa famille? J'ai serré mon fils plus fort contre moi, les yeux pleins de suspicion. Qu'est-ce que tu fais ici? Jordan n'a pas répondu à ma question. Elle s'est contentée de la répéter, sa voix paraissant un peu plus impatiente maintenant. Monte. Tu veux que ton fils meure de froid ici? Ces mots ont frappé ma plus grande crainte à ce moment-là. J'ai baissé les yeux vers le petit Zion, dont le visage était légèrement pâle à cause du froid. Je ne pouvais plus laisser mon fils souffrir. Mais était-ce sûr de la suivre? Comme si elle avait lu mes pensées, Jordan a soupiré, un soupir qui contenait à la fois de la lassitude et de l'impatience. Tu n'as pas à avoir peur. Je ne suis pas ma mère. Je ne suis pas là pour te faire du mal. Elle s'est interrompue, m'a regardé au fond des yeux, puis a dit quelque chose qui a glacé tout mon corps. Monte. J'ai un secret à te montrer. Un secret sur Sterling. Sterling. Ces deux syllabes m'ont traversé comme une décharge électrique. Mon cœur, qui s'était refroidi de désespoir, a soudainement recommencé à battre violemment. Quel genre de secret? Il avait disparu depuis 3 ans. Quel secret pouvait-il bien rester? Mais si une minuscule lueur d'espoir folle s'allumait dans ma tête? Et si elle savait quelque chose? Et si sa disparition n'était pas aussi simple que je l'avais toujours pensé? J'ai regardé Jordan dans les yeux et je n'ai trouvé aucun mensonge. Je n'ai vu qu'une profonde tristesse et une étrange détermination. Je n'avais pas d'autre choix. Même si c'était un piège, je devais tenter ma chance pour cette minuscule étincelle d'espoir concernant mon mari et pour un refuge chaleureux pour mon fils. J'ai serré les dents, j'ai soulevé le petit Zion et j'ai traîné la valise vers la voiture. Jordan n'a rien dit, elle a juste ouvert la porte arrière. J'ai soigneusement placé mon fil sur les sièges en cuir souple, puis je suis monté à bord. La portière de la voiture s'est refermée, me séparant, ainsi que mon fils, du monde extérieur bruyant et froid. La chaleur du chauffage circulait dans la voiture, chassant le froid. La voiture est partie doucement, se fondant dans la circulation nocturne clairsemée. Nous sommes restés silencieuses pendant tout le trajet. Je ne lui ai pas demandé où elle m'emmenait, et elle n'a offert aucune explication supplémentaire. Je me suis contenté de regarder silencieusement par la fenêtre. Atlanta la nuit, floue par la pluie, paraissait si étrange. J'ai essayé d'organiser mes pensées confuses. Jordan avait tellement changé. D'une belle-sœur indifférente, elle était devenue une femme mystérieuse et puissante. D'où venait l'argent pour cette voiture? Et quel était le secret dont elle parlait? La voiture s'est finalement arrêtée devant un immeuble de luxe dans un quartier riche, un endroit que je n'aurais jamais osé rêver dans ma vie. Jordan a conduit mon fils et moi dans un appartement au 25e étage. L'appartement était spacieux, propre et entièrement meublé, à des années-lumière de la chambre exiguë que mon fils et moi avions occupée. Toi et ton neveu pouvez vous reposer ici. Vous êtes en sécurité pour ce soir. Jordan a posé la clé sur la table. Sa voix était toujours froide, mais avec une pointe de tendresse. Elle a regardé le petit Zion, qui dormait profondément sur le lit. Puis elle s'est tournée vers moi. Son regard était compliqué, à la fois de la pitié et de la détermination. Demain matin, une fois que tu seras calmé, je te montrerai la vraie raison pour laquelle Sterling n'a pas pu revenir. L'appartement de luxe est retombé dans le silence, avec seulement le doux ronronnement de la climatisation à entendre. J'étais assise sur le canapé en cuir souple, les yeux fixés sur la grande fenêtre qui offrait une vue sur Atlanta, qui se réveillait lentement après une nuit pluvieuse. Les premiers rayons de soleil pâle ont percé les nuages gris et ont illuminé les gratte-ciel étincelants, mais n'ont pas pu réchauffer mon cœur glacial. La nuit précédente avait été la première en 3 ans que mon fils et moi avions dormi dans un lit moelleux dans une chambre chaude et sûre, mais je n'arrivais pas à fermer les yeux. Chaque mot, chaque image revenait dans mes pensées, les cris de ma belle-mère, le regard indifférent de mon beau-père, le désespoir à la gare routière, puis l'apparition mystérieuse de Jordan. Tout cela ressemblait à un film au ralenti chaotique et irrationnel. Petit Zion dormait toujours profondément dans la pièce, peut-être parce qu'il était trop fatigué, ou parce que cet endroit était trop paisible comparé à ce qu'il venait de vivre. Mon fils dormait profondément, ses petites lèvres roses esquissant un léger sourire. Quand je l'ai regardé, mon cœur s'est tordu à nouveau. Que deviendrait son avenir? Il avait perdu son père et était maintenant rejeté par ses propres grands-parents.
J'étais sa seule mère, son seul point d'ancrage. Je ne pouvais pas abandonner. Un léger clic de clé retentit. Jordan entra, portant un sac avec un petit déjeuner encore chaud. Elle avait changé de vêtements, portant un élégant tailleur d'affaires beige qui la faisait paraître mature et professionnelle. Elle posa le sac sur la table et me tendit un verre d'eau tiède. Mange quelque chose. Tu n'as rien pris de toute la nuit. Je secouai la tête. Ma gorge était sèche. Je n'avais pas d'appétit. Je ne mangerai pas, dis-moi, quel est le secret dont tu as parlé hier soir? Jordan me regarda. Son regard n'était plus froid comme avant, mais rempli d'une profonde compassion. Elle tira une chaise et s'assit en face de moi. Je sais que tu es en état de choc. Moi aussi. Depuis 3 ans, je n'ai pas pu dormir paisiblement. Mais avant de parler, je veux que tu me promettes une chose. Peu importe à quel point la vérité est cruelle, tu dois rester calme pour Petit Zion et aussi pour Sterling. Quand elle mentionna mon mari, mon cœur me fit à nouveau mal. Je pris une profonde inspiration, essayant de calmer ma respiration. D'accord, je promets. Jordan ne dit rien de plus, mais sortit un petit enregistreur et un mince dossier de documents de son sac à main de créateur. Elle plaça l'appareil sur la table et appuya sur lecture. Un faible enregistrement commença. Le son n'était pas très clair. Il semblait avoir été enregistré en secret, mais j'ai reconnu les voix, une voix d'homme grave et une voix de femme aigre, les voix de mon beau-père et de ma belle-mère. Arrête ça. A constamment réprimandé la belle-fille. N'as-tu pas peur qu'elle soupçonne quelque chose? La voix de Monsieur Ellis sonnait agacée. Et si elle soupçonne, que peut faire cette paysanne? C'est une bénédiction que je la laisse même vivre dans cette maison. Mon fils est mort. Elle est devenue inutile. Tu ne le vois pas? Elle et son fils ne sont que 2 bouches affamées qui se nourrissent de cette maison chaque jour. La voix de Madame Céleste était tranchante comme un rasoir. Mais elle est la mère de notre petit-fils. Petit-fils, réveille-toi. Sterling est parti. La lignée de cette maison est finie. Je te le dis, je trouverai un moyen de me débarrasser des 2 quand le moment sera venu. Cette maison nous appartient, et l'héritage de Sterling nous appartient aussi. Je ne donnerai pas un seul dollar à cette femme. L'enregistrement se termina. Je restai assise là, figée, les mains serrées, mes ongles s'enfonçant si profondément dans ma chair que je saignais sans m'en rendre compte. Alors c'était ça. À leurs yeux, mon fils et moi n'étions que des parasites. Ma sincérité, mon sacrifice au cours des 3 dernières années n'était rien d'autre qu'une stupidité méprisable pour eux. Ils ne se contentaient pas de me détester. Ils avaient depuis longtemps prévu de m'expulser. L'amour qu'ils montraient pour leur unique petit-fils n'était apparemment qu'une simple prétention. Jordan me regarda, sa voix baissant. Tu vois, c'est leur vrai visage. J'ai secrètement placé cet appareil d'enregistrement dans le bureau de papa il y a près d'1 an. J'avais des soupçons depuis longtemps, mais ce n'est qu'en entendant ces mots que j'ai vraiment cru que la disparition de Sterling n'était pas un accident. Elle poussa le dossier vers moi. Regarde ça. J'ouvris le dossier, tremblante. La première page était un relevé bancaire du compte de Sterling. J'ai immédiatement reconnu que c'était son compte de salaire, mais ce qui m'a choqué, c'était le retrait. Peu avant son voyage d'affaires fatidique, une somme très importante, près de 200 000 $, avait été retirée du compte. À côté se trouvait la signature du destinataire. Je ne pouvais pas oublier cette écriture. C'était la signature de Monsieur Ellis Vance. 200 000 $? Pourquoi autant d'argent? Et pourquoi mon beau-père l'a-t-il retiré? Bégayai-je, la tête qui tournait. C'est toutes les économies de Sterling. J'ai enquêté, dit Jordan. L'argent a été immédiatement transféré sur un autre compte après le retrait, et le titulaire de ce compte, Jordan fit une pause, me regarda droit dans les yeux, et ma mère, Madame Céleste Vance. La page suivante du dossier était un relevé d'une société de courtage. Madame Céleste Vance avait investi la totalité des 200 000 $ en actions, mais elle avait tout perdu. En quelques jours, cette somme énorme avait presque complètement disparu. Mon monde s'est effondré sous mes yeux. Toutes les pièces éparses du puzzle s'assemblent en un tableau terrible, la disparition de Sterling, un important retrait d'argent et l'attitude changée de mes beaux-parents. Je n'ai toujours pas de preuves directes, dit Jordan amèrement. Mais je crois qu'ils ont fait du mal à Sterling à cause de cet argent.
Peut-être qu'il a découvert qu'ils avaient secrètement pris son argent et l'avaient joué. Il y a eu une violente dispute, et puis... Elle n'a pas fini la phrase, mais j'ai compris. Des larmes ont coulé à nouveau de mes yeux, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes d'offense, mais des larmes de fureur et de la plus profonde douleur. Mon mari, l'homme que j'aimais, a peut-être été tué par ses propres parents à cause de l'argent. Cette vérité était plus cruelle que tout ce que j'aurais pu imaginer. Il n'avait pas seulement volé mon mari, mais aussi ma dernière foi dans les liens humains. Y avait-il un secret encore plus terrible qui m'attendait derrière tout cela? Et moi, une femme sans le sou, que devais-je faire pour affronter ces personnes cruelles? Toute la pièce tomba dans un silence effrayant. Seuls mes faibles sanglots pouvaient être entendus. Chaque mot de Jordan, chaque chiffre sur le relevé bancaire perçait mon cœur déjà cicatrisé comme des milliers d'aiguilles invisibles. Sterling, mon mari, cet homme doux et loyal. Aurait-il vraiment pu être blessé par les personnes qu'il aimait et en qui il avait le plus confiance? Je n'osais pas le croire, je ne voulais pas le croire, mais la preuve était là, froide et impitoyable devant moi. J'enfouis mon visage sur la table, mes épaules convulsant. Le sentiment d'impuissance, de douleur et de rage inonda ma poitrine à tel point que je pouvais à peine respirer. Pendant 3 ans, j'avais vécu un mensonge. J'avais pleuré un accident, mais c'était peut-être un meurtre parfaitement camouflé. Jordan ne dit rien, se contentant de poser doucement sa main sur mon épaule et de la tapoter doucement. Son réconfort silencieux avait plus de puissance à ce moment-là que n'importe quel mot. Elle n'était pas seulement la belle-sœur que j'avais autrefois dédaignée. Elle était le seul parent de Sterling, la seule à se tenir à mes côtés dans ce combat. Après un long moment, quand je me suis progressivement calmé et que je n'ai plus que doucement pleuré, j'ai levé la tête. Mes yeux gonflés regardèrent Jordan. Pourquoi? Pourquoi ne me dis-tu ça que maintenant? Et pourquoi m'aides-tu? C'était la plus grande question dans mon cœur. Pourquoi une fille apparemment indifférente et rebelle faisait-elle tout cela en secret? Jordan regarda par la fenêtre, son regard lointain, comme s'enfonçant dans un souvenir passé. Sa voix perdit sa froideur tranchante et se remplit d'une profonde tristesse. Parce que Sterling est la seule personne au monde qui m'ait vraiment aimé. Elle commença à raconter une histoire que je n'avais jamais entendue auparavant. Il s'avéra que derrière l'extérieur rebelle se cachait une âme blessée. Je ne suis pas né garçon. C'était la plus grande déception de ma mère, Madame Céleste. Ma mère a toujours aspiré à un deuxième fils pour continuer l'héritage familial et renforcer la famille. Quand je suis né fille, elle est presque devenue folle. Mon enfance a été marquée par des coups et des critiques sans fondement qui me comparaient à Sterling. À ses yeux, j'étais une fille inutile, un échec. Des larmes commencèrent à couler sur les joues de Jordan, mais elle ne les essuya pas, seul Sterling était toujours à mes côtés, me protégeant. Chaque fois que maman me frappait, il sautait pour me protéger et encaissait les coups pour moi. Il économisait secrètement son argent de poche et m'achetait de petits cadeaux que j'aimais. Il était le seul à m'écouter, le seul à croire que je n'étais pas une cause perdue. Elle pleura. C'était la première fois que je la voyais pleurer, les larmes d'un enfant abandonné qui avait soif d'amour. Quand Sterling a disparu, je n'y ai pas cru. Je ne croyais pas qu'une personne aussi prudente puisse si facilement avoir un accident. J'ai commencé à observer le comportement de mes parents. Au lieu de chagrin, je n'ai vu que de la peur, de l'inquiétude et un étrange sentiment de soulagement. C'est là que j'ai su que quelque chose n'allait pas. Alors c'était ça. L'amour pour son frère décédé était la motivation de Jordan pour faire tout cela. Elle n'était pas une fille indifférente. Elle n'utilisait que son apparence rude pour cacher son cœur vulnérable. Un sentiment de compassion et un peu de respect me traversèrent. Alors, qu'as-tu fait pendant les 3 dernières années? Je me suis enfui de chez moi. Jordan essuya ses larmes. Je ne pouvais pas vivre dans une maison où je soupçonnais mes propres parents de meurtre. J'ai fait toutes sortes de boulots, du service dans un bar au travail de vendeuse. Avec l'argent que je gagnais, j'ai engagé un détective privé pour mener des enquêtes en secret. Cette voiture, cet appartement, tout cela appartient à un bon ami qui m'a aidé. Il était aussi un ami proche de Sterling avant. L'histoire de Jordan m'a stupéfié. Elle s'était battue seule pendant 3 ans, une bataille silencieuse et dangereuse. Alors que je me résignais simplement à mon sort et pleurais, elle, une jeune femme, avait le courage de se lever et de chercher la vérité. « Que faisons-nous maintenant ?» demandai-je. Ma voix n'était plus aussi faible qu'avant. Le regard que j'adressais à Jordan était plein de détermination.
Nous ne pouvons pas les laisser s'en tirer comme ça. La flamme de la haine et le désir de justice pour mon mari brûlaient sauvagement en moi. La faiblesse et la peur avaient cédé la place à une volonté de faire. Je n'étais plus la provinciale endurante Amara d'hier. Jordan me regarda. Une lueur d'espoir brilla dans ses yeux. Je savais que tu dirais ça. J'ai tout préparé. Mais ce combat ne sera pas facile. Mes parents ne sont pas des gens simples. Ils ont de l'argent. Ils ont des contacts. Nous avons besoin de plus de preuves irréfutables pour dénoncer leurs crimes. Les mots de Jordan sonnaient comme un cri de guerre. Je savais qu'à partir de ce moment, nous étions alliés, des camarades qui allaient parcourir ce chemin ensemble jusqu'au bout. Vous trouvez vous aussi l'histoire d'Amara et Jordan scandaleuse? La cruauté de l'argent peut même souiller les liens familiaux. C'est terrifiant, n'est-ce pas? Si vous êtes également enthousiasmé par ce que les deux femmes vont faire pour dévoiler le vrai visage des méchants, montrez votre soutien en cliquant sur j'aime pour cette vidéo dès maintenant. Chaque j'aime est une énorme motivation pour nous de raconter cette histoire dramatique jusqu'au bout. Sterling, continua Jordan pensivement, c'était une personne très prudente. Je crois qu'avant qu'il ne se passe quoi que ce soit, il a sûrement laissé un indice, quelque chose que seuls ses confidents les plus proches pourraient trouver. Ces mots étaient comme une clé ouvrant un compartiment oublié dans ma mémoire. Je me suis soudain souvenu qu'environ une semaine avant son voyage d'affaires, il m'avait donné une petite boîte en bois finement sculptée. Il a dit que c'était une boîte à souvenirs pour nous deux. Il m'a demandé de bien la cacher et a dit quelque chose de très étrange. Si je ne peux pas revenir un jour, ouvre-la. Tout ce que tu dois savoir est à l'intérieur. À l'époque, je pensais qu'il plaisantait et je l'ai grondé de ne pas parler comme ça. J'avais caché la boîte au fond de mon placard sous la vieille valise et j'avais presque oublié son existence. L'indice décisif pouvait-il vraiment se trouver dans cette vieille boîte? Et quel secret choquant contenait-elle? La boîte en bois, le souvenir flou, devinrent soudain étrangement clairs, comme un éclair traversant le ciel sombre de mon esprit. Les mots de Sterling ce jour-là, le regard dans ses yeux quand il m'a donné la boîte, tout cela a soudain pris une signification complètement différente. Ce n'était pas une plaisanterie anodine. C'était un testament final, une préparation au pire. Mon cœur se mit à battre frénétiquement, excité et terrifié à la fois. La boîte? Oui, il y a une boîte en bois, criai-je avec enthousiasme. Ma voix tremblait. J'ai rapidement raconté à Jordan l'histoire de la boîte à souvenirs et l'étrange allusion de Sterling. Quand j'ai terminé, les yeux de Jordan se sont illuminés. Où est-elle? Où est cette boîte, Amara? Elle est toujours dans cette maison, répondis-je doucement. Je l'ai cachée sous la vieille valise dans le placard de notre chambre. Ma réponse fut comme un coup de poing au visage de l'espoir qui venait de s'allumer. Cette maison, c'est maintenant la gueule du lion. J'ai été expulsé. Comment étais-je censé y retourner pour récupérer la boîte? De plus, après 3 ans, était-elle toujours là? Ou Madame Céleste l'avait-elle accidentellement jetée en faisant le ménage? Jordan reconnut le problème. Elle fronça les sourcils, faisant les 100 pas dans la pièce. Son visage était pensif. Non, ça ne marchera pas. Nous devons la récupérer. Je suis sûr que tout est à l'intérieur. Mais comment entrer dans la maison maintenant? Nous restâmes assises en silence, toutes deux perdues dans nos pensées. Entrer par effraction était trop dangereux. Pendant la journée, Madame Céleste et M. Ellis était presque toujours à la maison. La nuit, la rue n'était pas déserte. Même le moindre bruit nous trahirait. Tout espoir devrait-il s'éteindre juste devant cette froide porte de fer? Ou, commençai-je hésitante, une pensée audacieuse venant de me traverser l'esprit, ou j'y retourne. Tu es folle, cria Jordan en se tournant vers moi. Si tu y retournes, c'est comme te mettre dans le piège. Ma mère est furieuse de ne pas pouvoir te trouver. Si tu y retournes, elle ne te laissera pas tranquille. Précisément parce qu'elle est furieuse. C'est notre chance, dis-je. Ma voix était plus calme et plus déterminée. Elle m'a jeté dehors parce qu'elle me déteste, mais au fond d'elle, elle me méprise toujours. Elle pense que je suis une dinde stupide qui est facile à exploiter. J'y retournerai, non pas pour résister, mais pour implorer le pardon. Jordan me regarda, stupéfaite, ne comprenant pas encore mon intention. J'expliquai plus en détail mon plan. Je jouerai le rôle de l'épouse repentie, de la pauvre belle-fille qui a reconnu son erreur.
Je pleurais et la supplierais de me reprendre. Je dirais, je ne peux pas vivre sans la famille. Je ne peux pas élever mon enfant seul. Je dirais que j'ai vu l'erreur de mes voies. Désormais, je lui obéirai aveuglément. Compte tenu de sa nature arrogante et autoritaire, elle s'adoucira sûrement. Elle ne manquera pas l'occasion de continuer à me tourmenter et à m'humilier. Elle me reprendra, mais dans le rôle d'une servante non payée. Après avoir entendu mon plan, Jordan resta silencieuse pendant un moment. Il y avait de l'inquiétude dans ses yeux, mais aussi de l'admiration. Amara, es-tu sûre? C'est trop dangereux. Et si elle ne te croit pas? Il n'y a pas d'autre solution, dis-je fermement. C'est la seule façon dont nous pouvons légalement retourner dans cette maison. Je trouverai l'occasion de récupérer la boîte. Dès que nous l'aurons en main, nous disparaîtrons immédiatement. Je n'ai qu'à jouer la comédie pendant quelques jours. Je peux le faire. Ma détermination dans mes yeux sembla convaincre Jordan. Elle hocha la tête, bien que pleine d'inquiétude. D'accord. Si tu as décidé, je te soutiendrai, mais tu dois me promettre d'être extrêmement prudente, d'avoir toujours ton téléphone portable avec toi et d'avoir la fonction d'enregistrement prête. Si quelque chose ne va pas, tu dois m'en informer immédiatement. Sur ce, le plan fut décidé. Le lendemain matin, j'ai enfilé mes vêtements les plus vieux et les plus délavés. J'ai délibérément négligé de me coiffer pour avoir l'air quelque peu ébouriffé. J'ai aussi utilisé un peu de maquillage pour rendre mon visage plus hagard et plus épuisé. J'ai demandé à Jordan de prendre soin du petit Zion et de lui dire que maman devait s'absenter quelques jours, puis reviendrait. En regardant mon fils endormi, mon cœur s'est serré. Mon enfant, attends-moi. Je vais obtenir justice pour ton père, et ensuite je reviendrai. J'ai pris un taxi pour retourner dans cette rue familière. Alors que je me tenais devant la porte en fer de la maison qui m'avait autrefois appartenu, mon cœur était rempli d'émotions contradictoires. J'ai pris une profonde inspiration, réprimé ma haine et mon mépris, et affiché mon visage le plus triste et le plus misérable. J'ai levé ma main tremblante et j'ai frappé doucement à la porte. Qui est-ce? La voix de Madame Céleste résonna depuis la maison, dure et agacée. Je n'ai pas répondu, mais j'ai continué à frapper. Les coups se sont faits de plus en plus faibles. Au bout d'un moment, la porte s'est ouverte. Madame Céleste se figea en me voyant et fronça les sourcils. Vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Je n'ai rien dit, je me suis juste effondré à genoux, juste devant elle, sur le sol en ciment encore humide de la pluie de la nuit. Puis j'ai éclaté en sanglots, les larmes de regret et de douleur que j'avais répétées toute la nuit. Maman, je suis désolé. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. Madame Céleste était stupéfaite par mon action. Elle ne s'attendait probablement pas à ce que la belle-fille qu'elle venait de chasser revienne maintenant la supplier comme un chien perdu. Son visage s'est détendu. La surprise a rapidement cédé la place à un sourire triomphant, le sourire d'un supérieur regardant un inférieur. Alors, vous avez compris? Je pensais que vous étiez têtu. Vous n'avez pas pu survivre là-bas et vous êtes revenu ici pour vous accrocher, hein? Oui. Je vous en supplie, maman. Sans vous, sans la famille, je ne sais pas comment je pourrais vivre. S'il te plaît, donne-moi une chance de survivre. J'ai continué à sangloter, baissant la tête vers le sol. Ma performance a semblé fonctionner. Madame Céleste n'était plus aussi agressive. Sa voix a pris un ton condescendant. Très bien, levez-vous. Vous pouvez revenir. Mais à partir de maintenant, vous devez connaître votre place et m'écouter en tout. Pas de réplique. Pouvez-vous faire cela? Oui. Oui, je peux faire cela. Je vous suis tellement reconnaissante, maman. Je me suis levé avec difficulté, la tête baissée, n'osant pas la regarder directement. Je savais que les portes de l'enfer s'étaient rouvertes pour moi, mais cette fois, je suis entré non pas comme une victime, mais comme une guerrière, attendant secrètement le moment de porter le coup décisif. Allais-je trouver la boîte mystérieuse? Et ma sournoise belle-mère allait-elle faciliter la réalisation de mon objectif? La porte s'est refermée derrière moi, et j'étais officiellement de retour dans l'endroit que j'avais juré de ne plus jamais franchir il y a à peine 2 jours. L'atmosphère dans la maison était toujours oppressante et froide, peut-être même plus étouffante. Monsieur Ellis était assis dans le salon en train de lire le journal. Quand il m'a vu, il a simplement jeté un coup d'œil par-dessus ses lunettes de lecture, puis a baissé la tête et n'a rien dit.
Son silence était plus effrayant que les malédictions de Madame Céleste. Cela montrait que le mépris et le ressentiment à mon égard étaient profondément ancrés dans les os de cet homme. « Qu'est-ce que tu attends? Tu ne vois pas à quel point la maison est en désordre? Commence à nettoyer. » La voix de Madame Céleste retentit à nouveau. Elle reprit son ton autoritaire habituel. « À partir de maintenant, tu dois t'occuper de tout dans cette maison. 3 repas par jour. La maison doit être d'une propreté étincelante. N'ose pas me faire te le rappeler. » « Oui, je sais, maman, ai-je répondu doucement, rangeant rapidement mon sac vide et commençant à travailler. La vie de femme de ménage non rémunérée avait officiellement commencé. Madame Céleste semblait vouloir exploiter pleinement mon repentir. Elle me faisait travailler du matin au soir, à nettoyer, à laver, à cuisiner. Je n'avais pas de répit. Elle créait intentionnellement des dégâts pour que je les nettoie et critiquait délibérément ma cuisine pour m'humilier devant Monsieur Ellis. J'ai serré les dents et tout enduré. Chaque juron, chaque regard méprisant de leur part était gravé dans mon esprit et devenait ma motivation pour trouver rapidement la vérité. Mon seul objectif maintenant était la boîte en bois, mais l'atteindre était plus difficile que je ne l'avais imaginé. Ma chambre et celle de mon mari, le seul espace privé que j'avais, étaient maintenant occupés par Madame Céleste. Elle a dit que sa chambre en bas était trop humide. Elle voulait monter à l'étage où c'était plus frais. Je savais que c'était juste une excuse. Elle voulait s'approprier mon espace, effacer toute trace de moi de cette maison. Plus important encore, elle voulait me contrôler. Je n'étais pas autorisé à entrer dans cette pièce sans sa permission. Chaque fois que je passais devant la porte de la chambre fermée, mon cœur brûlait. La boîte, le seul indice, était là, à seulement un mur de moi, mais inaccessible. Comment étais-je censé entrer maintenant? Je ne pouvais pas agir imprudemment. La moindre erreur rendrait instantanément Madame Céleste méfiante, et mon plan échouerait. Je devais être patiente, attendre le bon moment. J'ai continué à jouer le rôle de la pauvre belle-fille compréhensive. J'ai travaillé plus dur, j'ai enduré davantage et je ne me suis jamais plainte. Même lorsque Madame Céleste a intentionnellement renversé un bol de soupe chaude sur mes pieds, j'ai serré les dents, enduré la douleur et me suis empressé de m'excuser auprès d'elle de lui avoir barré la route. Mon endurance presque servile a semblé la convaincre complètement. Elle a commencé à baisser sa garde. L'occasion s'est finalement présentée un samedi après-midi, environ 3 jours après mon retour. Ce jour-là, Madame Céleste avait une réunion importante avec ses amis superficiels. Elle s'est mise sur son 31, m'a demandé de bien prendre soin de la maison et est partie en début d'après-midi. Monsieur Ellis, comme d'habitude, était parti tôt au club de campagne. La grande maison m'appartenait désormais à moi seul. Mon cœur battait violemment. C'était le moment. J'ai rapidement terminé tout le travail ménager, en m'assurant que tout était propre et bien rangé. Puis je me suis faufilé au 2e étage, en direction de la chambre familière. Devant la porte, j'ai pris une profonde inspiration pour me calmer. Madame Céleste avait verrouillé la porte. Je m'y attendais. J'ai sorti une fine épingle à cheveux en métal de la poche de mon tablier. C'était une technique que j'avais apprise dans de vieilles émissions policières. Je n'aurais jamais pensé en avoir besoin dans cette situation. Avec précaution, j'ai inséré l'épingle à cheveux dans le trou de la serrure. Ma main tremblait. Le son du métal était assourdissant dans le silence. J'ai retenu mon souffle et écouté. Après quelques tâtonnements, un léger clic a retenti. La porte était ouverte. J'étais folle de joie. Je me suis rapidement glissé à l'intérieur et j'ai refermé la porte derrière moi. La pièce n'avait pas beaucoup changé. Seules presque toutes mes affaires avaient été enlevées et remplacées par les effets personnels de Madame Céleste. L'odeur bon marché de son parfum planait lourdement dans l'air. Je n'avais pas beaucoup de temps. Je suis allé directement à l'ancien placard en aggloméré où j'avais caché la valise. J'ai ouvert le placard. Mon cœur s'est serré. La valise n'était pas là. Horrifié, j'ai fouillé tout le placard. Rien. J'ai regardé autour de la pièce, mais je n'ai pas pu la trouver. L'avait-elle jetée? La déception et la peur m'ont submergé. Si je perdais la boîte, tous mes efforts et ceux de Jordan auraient été vains. Tout espoir de trouver la vérité sur Sterling serait anéanti. J'étais sur le point de pleurer, mais ma raison m'a dit de rester calme. Madame Céleste était une femme avide. Une valise, même si elle était vieille, était encore bonne.
Elle ne l'aurait pas jeté comme ça. Elle devait l'avoir caché quelque part. J'ai commencé à fouiller toute la pièce, sous le lit, derrière les rideaux, mais rien. Le temps pressait. Les aiguilles de l'horloge se dirigeaient vers 16 heures. Madame Céleste serait bientôt de retour. J'ai paniqué. Juste à ce moment-là, mon regard s'est posé sur le haut du placard. Il y avait un petit espace entre le haut du placard et le plafond, et là, recouverte d'une épaisse couche de poussière, se trouvait ma vieille valise. Je me suis senti comme une chasseuse de trésors. J'ai rapidement tiré une chaise, je suis monté dessus et j'ai péniblement tiré la lourde valise vers le bas. Elle était plus lourde que je ne le pensais. Je l'ai posée sur le lit et je l'ai ouverte en tremblant. Mes vieux vêtements étaient toujours à l'intérieur. J'ai tout fouillé et j'ai finalement trouvé la boîte en bois finement sculptée enveloppée dans un vieux tissu de velours au fond. Elle était toujours là. Avec la boîte dans ma main, j'avais l'impression de tenir toute la vie de mon mari. Je l'ai ouverte à la hâte, mais à l'intérieur, il n'y avait ni carnet, ni clé. Elle était vide. Seule une photo de mariage jaunie de Sterling et moi se trouvait à l'intérieur. J'ai figé. Qu'est-ce que cela signifiait? Les instructions de Sterling, mon sacrifice, tout ça juste pour trouver une boîte vide. Juste à ce moment-là, j'ai entendu le bruit familier du moteur de la voiture de Madame Céleste devant le portail. Elle était de retour, et j'étais coincé dans sa chambre verrouillée avec un secret encore plus grand que je venais de découvrir. Le léger clic du trousseau de clés devant le portail était clairement audible. Chaque son était aigu comme un coup de poignard dans mes nerfs tendus. Madame Céleste était de retour. Tout mon corps s'est figé. Mon esprit s'est vidé. J'étais dans sa chambre. La valise était ouverte sur le lit, et dans ma main se trouvait la boîte en bois vide. Tout était un gâchis irréfutable d'être prise. Ces deux mots ont clignoté dans ma tête, froid et effrayant. Si elle me découvrait, tout serait fini. Non seulement elle me chasserait à nouveau de la maison, mais peut-être ferait-elle quelque chose de pire. Calme-toi. Tu dois rester calme, me suis-je dit, en essayant de me forcer à penser. Le craquement du portail en fer s'ouvrant, suivi de pas dans la cour. Je n'avais plus beaucoup de temps. J'ai rapidement et en désordre remis les vêtements dans la valise, j'ai placé la boîte vide à l'intérieur, et j'ai repoussé la lourde valise sur le haut du placard de toutes mes forces. La sueur a jailli. Ma tête était mouillée. Dès que j'ai fini, j'ai sauté et j'ai rapidement remis la chaise à sa place habituelle. Mais qu'en est-il de la porte? J'avais crocheté la serrure pour entrer. Comment pouvais-je la verrouiller à nouveau de l'intérieur? Juste à ce moment-là, j'ai entendu Madame Céleste parler à quelqu'un dans la cour, probablement une voisine. Cela m'a donné quelques précieuses secondes. Je me suis précipité à la fenêtre et j'ai regardé dehors. La hauteur du deuxième étage n'était pas trop grande, et il y avait un vieux toit en tôle ondulée en dessous. Si je sautais, ça ferait du bruit. Non, ça ne marcherait pas. J'ai regardé autour de la pièce désespérément, et puis mon regard s'est posé sur la photo de mariage de Sterling et moi, la seule photo qui se trouvait dans la boîte. Une pensée folle mais unique a germé. J'ai pris la photo dans ma main tremblante et je l'ai retournée. Le carton de support s'était détaché à un coin. J'ai soigneusement glissé mon ongle en dessous, et voici, sous le fin carton, il n'y avait ni carnet, ni clé. C'était une minuscule carte micro SD, une carte mémoire pour appareil photo numérique, fermement attachée au dos de la photo avec un morceau de ruban adhésif transparent. Mon cœur battait comme un fou. C'était ça, l'indice. Sterling ne m'avait pas trompé. Il l'avait caché là où personne ne se douterait, juste derrière nos sourires heureux sur la photo de mariage, un endroit sûr et plein de sens. La voix de Madame Céleste était déjà audible sous l'escalier. Plus de temps. J'ai rapidement arraché la carte mémoire, je l'ai mise dans la poche intérieure de ma veste, et j'ai remis la photo dans la boîte vide. Je devais organiser une fausse scène de crime. J'ai couru vers la porte et j'ai donné un coup de pied dans le cadre de la porte de toutes mes forces. La vieille porte en bois s'est ouverte avec fracas. La serrure s'est cassée. Immédiatement après, j'ai poussé un cri de frayeur. Au voleur! Au voleur! Maman! Je suis sorti de la pièce en trombe, j'ai dévalé l'escalier en courant, l'air paniqué, les cheveux ébouriffés. Madame Céleste, qui montait juste les escaliers, s'est figée en me voyant. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? La chambre? La chambre de maman? Il y a des voleurs?
J'ai halté, pointant du doigt l'étage. J'ai entendu un bruit, je suis monté en courant, et la porte était défoncée. Le voleur vient de s'enfuir par la fenêtre. Maman, s'il te plaît. Quand Madame Céleste a entendu les deux mots, la chambre de maman, son visage a changé de couleur. Elle ne m'a plus prêté attention, mais a dévalé les escaliers en trombe. Elle avait peur pour son argent et les objets de valeur qu'elle y avait cachés. Je suis resté au pied de l'escalier, le cœur battant la chamade, mais j'ai soupiré de soulagement. Le plan a réussi pour l'instant. Madame Céleste a fait irruption dans la pièce, a vu le chaos et s'est précipitée vers la table de chevet où elle a tout renversé. Quand elle a vu que sa boîte à bijoux et la liasse d'argent qu'elle avait cachée sous une pile de vêtements étaient toujours là, elle a soupiré de soulagement. C'étaient probablement les choses les plus précieuses pour elle. Elle s'est retournée, a vu la porte cassée, puis m'a regardé avec des yeux méfiants. « Vous l'avez vu ? Qu'est-ce qu'il a volé ? » « Non, il faisait trop sombre. Je n'ai pas pu le reconnaître. Il s'est enfui rapidement, ai-je balbutié, gardant mon expression effrayée. Je ne sais pas non plus s'il manque quelque chose, maman. J'ai vu qu'il a aussi fouillé dans la vieille valise sur le placard. Quand elle a entendu le mot valise, Madame Céleste a tressailli, mais s'est rapidement calmée. Qu'est-ce qu'il aurait pu voler dans ta vieille valise, a-t-elle marmonné, commençant son monologue habituel. Cette maison est vraiment maudite. Dès que je suis parti, quelqu'un s'introduit. Avec ce genre de sécurité, comment est-on censé vivre ? Tout est de ta faute, espèce de porte-poisse. Je me suis contenté de baisser la tête en silence et de la laisser me maudire. Dans mon cœur à ce moment-là, il n'y avait que de l'excitation. La carte mémoire. Quel secret cachait-elle ? Serait-ce la clé pour tout résoudre ? L'histoire devient de plus en plus excitante et compliquée, n'est-ce pas ? Amara a été très intelligente pour échapper à cette situation mortelle. Mais la carte mémoire serait-elle vraiment la voie de sortie ? Ou révélerait-elle un secret encore plus terrible ? Si vous êtes aussi excité que moi, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et vos proches pour la regarder et en discuter ensemble. Qui sait, peut-être que vos amis cherchent aussi une histoire captivante pour se divertir après une journée de travail bien remplie. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je n'osais pas rester dans cette maison une seconde de plus. J'ai menti à Madame Céleste en lui disant que j'avais trop peur et que je voulais passer quelques jours chez une amie pour me calmer. Elle était trop occupée à gérer la porte cassée et sa peur de la perte pour m'arrêter. Je suis rapidement parti avec un seul objectif en tête, trouver un endroit où je pourrais lire le contenu de la carte mémoire. J'ai pris le dernier bus et me suis rendu dans un vieux complexe d'appartements étudiants où Jordan m'attendait déjà. C'était une petite pièce simple, l'une des bases secrètes qu'elle avait préparées. Jordan attendait déjà là avec un ordinateur portable. « Ça va ? » J'étais inquiète, demanda-t-elle précipitamment en voyant mon apparence épuisée. « Ça va. J'ai réussi, dis-je en tremblant, sortant la carte mémoire de la poche de ma veste. Mais ce n'est pas un cahier ou des clés. C'est ça. » Jordan prit la carte mémoire dans sa main. Ses yeux étaient pleins de surprise et de tension. Elle inséra la carte dans l'ordinateur portable. L'écran s'illumina et seul un seul dossier portant le nom ou la vérité apparut. Mon cœur sembla s'arrêter. La main de Jordan trembla alors qu'elle ouvrait le dossier avec la souris. À l'intérieur, il y avait de nombreux fichiers vidéo nommés séquentiellement, et le premier fichier avait été enregistré exactement 3 jours avant la disparition de Sterling. La terrible vérité allait-elle bientôt être révélée, et avait-elle un rapport avec ma belle famille, ou y avait-il une autre puissance derrière cela ? La petite pièce devint soudainement étrangement oppressante. La faible lumière de l'ordinateur portable illuminait nos deux visages, qui étaient tendus comme un fil étiré. L'index de Jordan tremblait, planant au-dessus de la souris, comme si elle n'osait pas encore affronter la vérité qui allait être révélée. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer mon cœur qui battait la chamade dans ma poitrine. « Ouvre » dis-je d'une voix rauque. Jordan hocha la tête et cliqua résolument sur le premier fichier vidéo. La vidéo commença sans son, seulement des images. C'était un enregistrement caché depuis un angle élevé, probablement dissimulé quelque part dans le bureau de Sterling à la maison. J'ai immédiatement reconnu la pièce familière, la table en bois, la bibliothèque et la plante en pot que j'arrosais toujours. Sterling était assis en face d'un homme étrange. L'homme avait à peu près l'âge de mon beau-père, était élégamment vêtu, mais son visage avait quelque chose de sournois. Ils avaient une conversation très tendue.
Sterling secoua plusieurs fois la tête. Son visage était résolu. L'autre homme frappa sa main sur la table, pointant son doigt vers Sterling. Sa posture était extrêmement colérique. La dispute se termina. L'homme étrange sortit contrarié. Sterling resta assis là seul, appuyant sa tête sur le bureau, ses mains agrippant ses cheveux. Je pouvais sentir son extrême épuisement et son impuissance dans chacun de ses gestes. La vidéo se termina brusquement. « Qui est-ce » demandai-je à Jordan. Mon cœur était rempli de confusion. « Je ne sais pas » dit Jordan en secouant la tête. Son visage était confus, lui aussi. Je n'ai jamais entendu nos parents parler de lui. Nous avons rapidement ouvert les vidéos suivantes. Les clips vidéo suivants étaient similaires, mais les interlocuteurs de Sterling avaient changé. Parfois, c'était un homme à l'allure rude avec des tatouages, parfois une femme élégamment vêtue. Ils rencontraient tous Sterling en secret, et chaque conversation se terminait par une tension. Sterling semblait être acculé par une force invisible. Et puis nous avons ouvert la dernière vidéo. Elle avait été enregistrée un jour seulement avant sa disparition. Cette fois, l'homme assis en face de Sterling n'était pas un étranger. C'était Monsieur Ellis Vance, mon beau-père. Dans la vidéo, M. Ellis posa un épais dossier de documents et un billet d'avion sur la table. Il dit quelque chose et les poussa vers Sterling. Sterling ne regarda pas les documents. Il se contenta de fixer son père. Son regard était plein de douleur et de déception. Puis il se leva lentement, renversa sa chaise et cria quelque chose que nous ne pouvions pas entendre. Son visage était rouge. Ses mains étaient serrées en poing. C'était la première fois que je le voyais aussi en colère. Monsieur Ellis se leva également d'un bond. Le père et le fils se tenaient face à face. L'air était si tendu que je pouvais le sentir à travers l'écran. Finalement, Sterling secoua la tête désespérément et quitta le bureau. La porte claqua. Monsieur Ellis s'affaissa sur la chaise, tenant sa tête entre ses mains. La vidéo se termina là, laissant un immense vide et des milliers de questions sans réponse dans nos cœurs. Il était clair que la disparition de Sterling n'était pas seulement liée à Madame Céleste et à la dette de jeu, mais était beaucoup plus complexe et dangereuse. Mon beau-père, l'homme faible et silencieux que je pensais inoffensif, était un maillon essentiel de toute cette conspiration. Qu'avait-il donné à Sterling? Où menait le billet d'avion? Pourquoi se disputait-il si violemment? Amara, regarde ici. La voix de Jordan tremblait. Elle pointa un petit détail sur l'écran que j'avais négligé. Pendant la dispute, une partie du dossier de documents que Monsieur Ellis avait remis fut soulevée par le vent. La caméra avait réussi à enregistrer quelques lignes indistinctes. Jordan zooma l'image autant que possible. Bien qu'il soit très difficile à lire, nous pouvions distinguer deux mots, contrat de transport foncier. Alpharetta. Alpharetta. Ce nom me frappa comme un éclair. Je me suis souvenu que peu de temps avant sa disparition, Sterling m'avait parlé d'un grand projet que son entreprise poursuivait, un projet de développement d'écologement à Alpharetta. Il y avait mis tout son cœur, passant de nombreuses nuits blanches à finaliser le plan. Il avait dit que si ce projet réussissait, ce serait une avancée majeure dans sa carrière. Mais il avait ensuite soudainement dit que le projet avait été annulé en raison de problèmes juridiques. Il était très triste et déçu à ce moment-là, mais je n'en ai pas demandé plus. Se pourrait-il? Jordan et moi nous sommes regardés, la même pensée en tête. Se pourrait-il que le projet n'ait pas du tout été annulé, mais volé par ses propres parents? Et qui étaient ces étrangers dans cette chaîne d'intrigues? Ma tête tournait. La vérité n'était pas une ligne droite, mais un réseau complexe de mensonges et de crimes. Je me sentais comme un papillon de nuit. Plus je cherchais la lumière, plus le danger d'être brûlé était grand. Nous devons retrouver le premier homme étrange, dit Jordan, sa voix pleine de détermination. C'est le seul qui peut nous dire toute la vérité sur le projet Alpharetta. Mais comment sommes-nous censés le retrouver? Nous n'avions qu'un vague clip vidéo. Pas de son, pas d'autres informations. Notre enquête était à nouveau dans une impasse. Alors que Jordan et moi nous sentions impuissantes, une pensée me traversa soudainement l'esprit. Jordan, regarde à nouveau la dernière vidéo. Lorsque Sterling a renversé la chaise, as-tu remarqué s'il y avait quelque chose d'inhabituel sur son bureau? Jordan rembobina la vidéo, et nous avons toutes les deux fixé l'écran et nous l'avons vu. Dans le bref instant où la chaise est tombée,
elle a révélé un petit objet qui était très bien caché sous le bureau, une clé USB noire fixée avec du ruban adhésif. La clé USB noire, un petit objet ordinaire, est apparue d'une manière inhabituelle. C'était comme une dernière lueur d'espoir, s'allumant dans l'obscurité dense des intrigues et des mensonges. Le cœur de Jordan et le mien recommencèrent à battre la chamade. Sterling, il avait tout prévu. Il n'avait pas laissé l'indice dans la boîte en bois, mais dans un endroit où Madame Céleste ne se douterait jamais de rien, juste sous le bureau où elle s'asseyait souvent. Elle doit être encore là. Absolument, s'écria doucement Jordan. Sa voix était pleine d'excitation. Ma mère est méticuleuse, mais elle ne se pencherait jamais sous le bureau pour nettoyer. Elle enverrait seulement la femme de ménage, et elle ne remarquerait pas un si petit objet. Mais comment allons-nous l'obtenir, demandai-je. L'inquiétude revint. Si tu y retournes maintenant, ta mère ne te laissera sûrement pas tranquille. Elle est probablement encore méfiante à cause de la dernière effraction. C'est vrai. Retourner dans cette maison était extrêmement dangereux. Après l'effraction simulée, Madame Céleste avait certainement renforcé sa vigilance. Mon plan de jouer la pauvre femme ne pouvait pas fonctionner une deuxième fois. Nous avions besoin d'un autre plan. Plus audacieux, plus surprenant. Où Jordan réfléchit un instant, puis claqua des doigts, où nous mettons en scène une véritable effraction. Je la regardai, confuse, ne comprenant pas son intention. Jordan me fit un clin d'œil, un rare sourire espiègle sur ses lèvres. Nous ne le ferons pas nous-mêmes. Nous le ferons faire à quelqu'un d'autre. As-tu oublié? Mes parents sont profondément endettés. Ils ont beaucoup d'ennemis. J'ai compris ce qu'elle voulait dire. Le plan de Jordan était extrêmement risqué, mais pas déraisonnable. Qu'est-ce que tu prévois? Parmi les usuriers à qui mes parents doivent de l'argent, il y a un gangster notoire nommé Scarface et s'il est connu pour son impitoyabilité et son audace. Mes parents l'ont fait attendre plusieurs fois. Je vais essayer de lui faire comprendre que mes parents viennent de vendre une propriété et qu'il cache une grosse somme d'argent à la maison. Avec sa cupidité, il ne manquera pas cette occasion. Il enverra des gens s'introduire dans la maison et recouvrer des dettes, et dans le chaos, nous aurons notre chance. Ce plan me fit frissonner. N'est-ce pas trop dangereux? Et s'ils font du mal à tes parents? Les yeux de Jordan furent tristes pendant un instant, mais devinrent rapidement froids. Ne t'inquiète pas. Les gens comme Scarface n'ont besoin que d'argent. Ils ne sont pas assez stupides pour commettre un meurtre et s'attirer plus d'ennuis. De plus, c'est le prix qu'ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait à Sterling. Ils nous ont acculés, donc ils ne devraient pas nous blâmer de recourir à des mesures drastiques. La détermination de Jordan me convainquit. Je savais que pour affronter de vieux renards, nous devions parfois être plus cruels qu'eux. Dans les jours suivants, nous avons commencé à agir. Jordan a utilisé ses contacts dans le monde souterrain pour donner des informations à Scarface et comme elle l'avait dit, l'équipe de Scarface a commencé à observer la maison de ma belle famille un jour seulement après. Tout se passait comme prévu. Ma tâche était de préparer notre propre effraction. Je ne pouvais pas y aller seul. J'avais besoin de quelqu'un qui puisse distraire et assurer la couverture. Et la personne à laquelle j'ai pensé était l'ami proche de Sterling qui aidait Jordan depuis tout ce temps. Il s'appelait Elias Monroe, un ingénieur talentueux qui était aussi très rapide et courageux. Après avoir entendu toute l'histoire de Jordan, Elias accepta immédiatement de l'aider. Il dit qu'il devait une dette de toute une vie à Sterling. Finalement, la nuit décisive arriva. C'était une nuit sans lune ni étoile. Toute la rue était plongée dans l'obscurité et le silence. Selon les informations de Jordan, Scarface frapperait cette nuit-là. Vers 1h du matin, une petite camionnette banalisée s'arrêta silencieusement au bout de la ruelle. Deux hommes masqués en vêtements noirs en sautèrent, escaladèrent rapidement la clôture et disparurent dans la cour de Madame Céleste Vance. Ils sont à l'intérieur, murmura Elias à travers le petit talkie-walkie que nous avions préparé. Il était assis dans une voiture du côté opposé de la rue, observant chaque mouvement. Nous sommes prêts, répondis-je. Mon cœur battait à tout rompre. Jordan et moi nous sommes cachés dans une petite ruelle derrière la maison, juste sous la fenêtre du bureau. Quelques minutes plus tard, nous avons entendu le bruit fort du verre brisé venant de l'avant, suivi des cris paniqués de Madame Céleste, « Au voleur! Au voleur! Aidez-moi » Le plan avait commencé. Elias appela immédiatement la police locale et signala un cambriolage. En même temps, Jordan appela la ligne fixe de Madame Céleste avec un autre téléphone portable.
Madame Céleste, qui était paniquée, répondit au téléphone, espérant que quelqu'un appelait pour l'aider. Allô? Aidez-moi. Ferme ta gueule, vieille. La voix de Jordan, qui était modifiée par un logiciel de changement de voix, sonnait menaçante. Je suis de Scarface et ton mari nous doit de l'argent. Nous sommes venus aujourd'hui pour récupérer notre argent. Si tu cries encore, je te ferai rencontrer ton fils. Quand Madame Céleste entendit les deux mots, ton fils, elle se tut. Elle balbutia craintivement. Combien voulez-vous? Tout l'argent liquide et tous les objets de valeur dans la maison. Coopère, ou ça va mal se passer. Jordan grogna et raccrocha. La manœuvre de diversion de Jordan réussit, attirant toute l'attention de Madame Céleste et des voleurs vers l'avant. Pendant ce temps, à l'arrière de la maison, je grimpai rapidement sur le balcon du 2e étage avec une petite échelle de corde qu'Elias avait préparée. Je me suis glissé par la fenêtre du bureau, que j'avais prudemment laissée entr'ouverte. La pièce était plongée dans l'obscurité, mais je connaissais mon chemin. Je n'ai pas allumé la lumière, mais j'ai seulement utilisé la faible lumière de ma mini-lampe de poche et je suis rapidement allé au bureau. Je me suis agenouillé, j'ai tendu la main sous le bureau, et mon cœur s'est arrêté. Il était toujours là. La petite clé USB froide reposait dans ma paume. J'étais sur le point de fondre en larmes de joie, mais ce n'était pas le moment. Il fallait que je sorte d'ici immédiatement. Mais au moment où je me préparais à sortir, un léger clic se fit entendre au niveau de la porte. Quelqu'un ouvrait la porte de la pièce. Le clic sec de la serrure résonna dans le silence, tranchant comme un coup de poignard dans mes pensées à vif. Mon corps tout entier se figea. Ma respiration sembla s'arrêter. Quelqu'un entra dans la pièce. J'étais au 2e étage. La seule sortie était par la fenêtre, mais sortir maintenant équivaudrait à avouer mon effraction. Et qui a ouvert la porte? L'un des deux voleurs ou Monsieur Ellis? Peu importe qui c'était, être découverte à ce moment-là signifierait que tout échouerait. Dans cet instant critique, je n'hésitais pas une seconde. Je me précipitai sous le bureau, me roulai dans le coin le plus caché. La lourde table en bois était recouverte d'un long tissu qui arrivait jusqu'au sol, ce qui dissimulait heureusement mon corps. Je retins mon souffle. Mon cœur battait la chamade, et je priais simplement que la personne ne me découvre pas. La porte s'ouvrit lentement. La lumière du couloir se répandit, révélant une grande silhouette. Ce n'étaient pas les voleurs. Ce n'était pas Monsieur Ellis non plus. C'était un homme tout à fait étrange, exactement celui qui était apparu dans la première vidéo, l'homme sournois qui s'était disputé avec Sterling. Pourquoi était-il ici à ce moment précis? Il n'était pas venu seul. Derrière lui se trouvait l'un des voleurs de Scarface Sale. « Patron, tout se déroule comme prévu », dit le voleur en refermant la porte. Sa voix était respectueuse. La vieille dame est morte de peur et nous montre où elle a caché l'argent sous l'évier. Patron. Je me figeai. Cet homme étrange était le cerveau derrière tout, pas Scarface, et s'il s'avérait que Jordan et moi avions par inadvertance touché à un nid de guêpes plus gros que nous ne le pensions. Notre plan d'utiliser quelqu'un d'autre avait été exploité par un autre et s'était transformé en un jeu dans un jeu, bien, dit l'homme, qu'on appelait le patron. Sa voix était profonde et rayonnait de puissance et de cruauté. L'argent est secondaire. Avez-vous trouvé ce dont j'ai besoin? Non, pas encore, patron. J'ai fouillé la chambre de la vieille dame, mais je n'ai trouvé que de l'argent et de l'or. Imbécile. Qu'est-ce que je me soucie de son argent et de son or, grogna l'homme. Cela doit être dans cette pièce. Sterling était malin. Il a caché les preuves quelque part ici. Fouillez à fond. Si vous ne le trouvez pas, je vous ferai vivre un enfer. Des preuves. Des preuves. Alors, cet homme cherchait aussi les preuves que Sterling avait laissées derrière lui. Notre objectif était le même. J'étais allongé sous le bureau. Une sueur froide coulait dans mon dos. Je tenais fermement la clé USB dans ma paume. La chose qu'il recherchait désespérément était juste là, séparée d'eux seulement par une fine couche de bois. Le voleur commença à saccager la pièce. Il sortit les tiroirs, jeta des papiers et des cahiers par terre. Le bruit fort me fit sursauter. « Patron, il n'y a rien ici, juste de vieux papiers », dit le voleur après un moment. Le patron jura. Il fit les 100 pas dans la pièce. Le bruit de ses chaussures en cuir sur le plancher de bois résonnait lourdement. Bordel. Où ce type l'a-t-il caché? Ça ne peut pas simplement disparaître.
Si ça se sait, nous sommes tous morts. Il s'arrêta juste devant le bureau, séparé de moi seulement par la longue nappe. Je pouvais sentir l'odeur de la fumée de son cigare coûteux. Mon cœur menaçait de sortir de ma poitrine. Soudain, le hurlement d'une sirène de police retentit au loin. Il se rapprochait de plus en plus. Bordel, la police, paniqua le voleur. Patron, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le patron avait l'air confus aussi. Qu'est-ce que Scarface fait? Pourquoi nous a-t-il trahis? Très bien, nous allons nous retirer pour l'instant. Nous n'avons rien trouvé aujourd'hui. Descends et dis à l'autre gars de s'échapper par la sortie arrière. Dépêche-toi. Le voleur ouvrit précipitamment la porte et disparut. Le patron ne partit pas immédiatement. Il resta sur place. Son regard, aiguisé comme un couteau, scanna la pièce une fois de plus. Il regarda la bibliothèque, les photos sur le mur, puis il se pencha et regarda sous le bureau. Son regard et le mien se croisèrent à travers le petit espace dans la nappe. Pendant un moment, le monde entier sembla s'arrêter. Il me vit. Ses yeux s'écarquillèrent de choc, puis se transformèrent immédiatement en une expression mortelle et cruelle. Toi, il n'avait pas fini la phrase. Je donnai un coup de pied dans le pied du bureau de toutes mes forces. La lourde table en bois fut poussée vers l'avant et claqua violemment contre son tibia. Il hurla de douleur, titubant en arrière. Je saisis l'opportunité, sortis en rampant de la cachette sous le bureau, ne pensai pas une seconde et me précipitai directement vers la fenêtre. Arrête, rugit-il derrière moi. Je n'avais pas d'autre choix. Je grimpai sur le rebord de la fenêtre, fermai les yeux et sautai. L'impact sur le toit en tôle ondulée en dessous fit terriblement mal, mais je n'osais pas m'arrêter. Je rampai sur le toit, glissai sur la pente, puis sautai dans la petite ruelle derrière. Je ne savais pas si j'étais blessé. Je savais seulement que je devais courir aussi vite que possible. Les sirènes de police étaient très proches. Derrière moi, je pouvais encore entendre les jurons furieux de l'homme. Chaque fois que je me souviens du moment où je me suis tenu en face de cet homme mystérieux, un frisson me parcourt l'échine. Ressentez-vous la même chose? Un étranger puissant était également à la recherche du secret de Sterling et semblait encore plus cruel que ma belle famille. Tout devient très dangereux. Si vous avez également une mauvaise impression et que vous voulez encourager Amara dans ce voyage ardu, veuillez vous abonner à la chaîne Castories. Votre abonnement est gratuit, mais c'est un soutien inestimable qui nous permet de savoir que vous êtes toujours là pour accompagner notre héroïne. Je courais comme une folle, n'osant pas regarder en arrière. Mon corps tout entier me faisait mal, mais la peur noyait tout. Je courus jusqu'à notre point de rendez-vous où Jordan et Elias attendaient dans la voiture. Amara, ça va? Jordan était horrifié quand elle me vit. Conduis vite, haletai-je, serrant fermement la clé USB. La voiture filait à travers la nuit, laissant derrière elle la maison chaotique et un secret partiellement révélé. Qui était cet homme? Pourquoi connaissait-il les preuves que Sterling avait laissées derrière lui? Et avait-il quelque chose à voir avec la disparition de mon mari? La clé USB dans ma main était maintenant non seulement de l'espoir, mais aussi une preuve mortelle. La voiture filait à travers la nuit, nous éloignant de la rue agitée. J'étais assise à l'arrière, adossée au dossier, essayant de calmer ma respiration haletante. Mon corps tout entier tremblait encore, non pas de froid, mais de choc et de peur extrême. L'image des yeux cruels de l'étranger me hantait, froid et mortel. Amara, ça va? Tu es blessé? Demanda Elias avec inquiétude à travers le rétroviseur en conduisant. Je hochai la tête, ma voix basse. Non, juste quelques égratignures. Je remontai ma manche. Une longue égratignure saignait légèrement à cause du frottement avec le toit en tôle ondulée, mais la douleur physique n'était rien comparée à la panique dans mon âme. Qui sont-ils? Qui était cet homme? Nous avons été dupés, dit Jordan, assise sur le siège passager. Son visage était extrêmement tendu. Notre plan a été exploité par quelqu'un d'autre. Cet homme est beaucoup plus dangereux que mes parents. Nous sommes retournés à l'appartement sur de Jordan. Dès que nous fûmes à l'intérieur, Elias vérifia immédiatement le système de sécurité. Jordan prit la trousse de premiers soins pour désinfecter et bander soigneusement mes blessures. Quand je vis son inquiétude et sa gentillesse, une sensation de chaleur me parcourut. Au milieu du malheur, je n'étais pas seul. Raconte-nous ce qui s'est passé là-bas, demanda Jordan. Après s'être assuré que j'allais bien,
je pris une profonde inspiration et racontai toute l'histoire, depuis le moment où j'ai forcé le bureau, découvert la boîte vide et la carte mémoire jusqu'au moment de la confrontation avec l'homme étrange et ma fuite de dernière minute. Quand je leur racontai comment l'homme avait ordonné aux voleurs de chercher des preuves, les visages d'Elias et de Jordan changèrent de couleur. Donc cet homme le cherche aussi, dit Elias, tenant la clé USB que je lui avais donnée dans sa main. Ses yeux étaient pleins de pensées. Cela prouve que le contenu ici est extrêmement important. Peut-être que c'est la clé de la vie de nombreuses personnes. Sans hésitation, il brancha la clé USB dans l'ordinateur portable. Cette fois, nous n'étions ni excités ni impatients, mais tendus et anxieux. Nous savions que ce que nous allions voir pourrait être un terrible secret. La clé USB ne contenait pas beaucoup de fichiers, seulement un seul fichier audio et un fichier texte crypté. Elias ouvrit d'abord le fichier audio. De nouveau, un dialogue se fit entendre, mais cette fois le son était beaucoup plus clair, probablement enregistré avec un appareil professionnel. Je reconnus immédiatement les voix de 3 personnes, Sterling, Monsieur Ellis et l'homme étrange. Sterling, ne sois pas si têtu, dit Monsieur Ellis en suppliant, mêlé de peur. Rends les plans originaux et tous les documents à l'oncle Victor. Tu ne peux pas gagner contre lui. L'oncle Victor? Qui est-ce? Demandai-je à Jordan, mais elle secoua la tête, elle aussi. Je ne les abandonnerai pas, dit la voix de Sterling d'un ton vif et plein d'indignation. Papa, ce n'est pas juste un projet. C'est l'œuvre de ma vie. Pourquoi tu me trahis? Pourquoi tu le vends à quelqu'un comme lui? Que sais-tu? La voix de l'homme appelé Victor retentit, condescendante et arrogante. Le business signifie qu'il faut utiliser des sales astuces. Tu es talentueux, mais tu es trop naïf. Ce projet deviendra une poule aux œufs d'or dans mes mains. Dans tes mains, ce n'est qu'un tas de papier sans valeur. Écoute ton père. Prends cet argent et disparais avec ta femme et ton fils. Considère ça comme un moyen de te sauver la vie. Je n'ai pas besoin de ton argent. Je vais te dénoncer. Et papa aussi. Fraude, détournement de fonds, blanchiment d'argent, toutes les choses que vous avez faites, cria Sterling. Un long silence suivit. Puis la voix de Victor retentit glaciale et terrifiante. Tu penses avoir une chance? Tu ne sais pas qui je suis? Très bien. Si tu veux mourir, je te l'accorderai. Ellis, je te donne une semaine pour gérer ton fils. Sinon, nous ferons vivre un enfer à toute ta famille. L'enregistrement se termina là, laissant un silence de mort dans la pièce. Mon corps tout entier tremblait, c'était donc clair. L'homme étrange nommé Victor était le cerveau. Il s'était associé à mon propre beau-père pour voler le projet bien-aimé de Sterling. Et quand Sterling refusa, il ordonna à mon beau-père de gérer son propre fils. La disparition de Sterling n'était plus une spéculation. C'était un meurtre planifié. Des larmes roulèrent de nouveau sur mes joues, mais cette fois c'étaient des larmes de haine extrême. Elias me tapota doucement l'épaule pour me réconforter. Amara, ne pleure pas. Nous devons être forts. Sterling a sacrifié sa vie pour protéger ses preuves. Nous ne devons pas le décevoir. Il se tourna vers l'écran de l'ordinateur. Maintenant, nous devons voir ce que contient l'autre fichier. Le fichier texte était très complexe et crypté. Elias avec ses compétences professionnelles en piratage informatique eut besoin de près d'1 heure pour percer le pare-feu. Quand les premières lignes apparurent, nous retînmes tous notre souffle. Ce n'était pas un plan de projet. C'était un testament que Sterling avait écrit avec toute sa lucidité et sa douleur. À Amara, ma femme bien-aimée. Si tu lis ces lignes, je ne suis probablement plus parmi les vivants. La lettre commençait par des mots affectueux. Il s'excusait de ne pas pouvoir me protéger et me donner une vie épanouissante. Puis il raconta toute la vérité. Le projet de développement immobilier d'Alpharetta, son enfant, n'était pas juste un projet immobilier ordinaire. C'était un projet vers qui utilisait les technologies d'énergie renouvelable les plus avancées, un projet qui pourrait changer le visage de toute la région. Mais précisément à cause de cet énorme potentiel, Victor Thorne, un magnate de l'immobilier notoire dans le monde criminel, avait jeté son dévolu dessus. Victor avait utilisé ses contacts et ses méthodes sales pour faire pression et forcer l'entreprise de mon beau-père à vendre le projet à un prix avantageux, et mon beau-père, par peur du pouvoir de Victor et par avidité pour le profit à court terme, avait accepté de trahir l'œuvre de sa propre vie. Sterling l'avait découvert.
Il avait essayé de l'empêcher et avait collecté des preuves sur les activités illégales de Victor, du blanchiment d'argent et de l'évasion fiscale aux menaces et à la saisie de terres appartenant à des propriétaires locaux. Il ne s'était pas attendu à ce que son père, qu'il avait toujours respecté, puisse devenir si cruel à cause de l'argent. L'écriture de Sterling exprimait une profonde douleur. Il a choisi de se ranger du côté du mal. Il m'a donné un billet d'avion et une grosse somme d'argent, exigeant que je quitte le pays et que j'oublie tout, mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas fermer les yeux sur le crime. Je ne peux pas te laisser seul. J'ai décidé de rester et de me battre jusqu'à la fin. Et à la fin de la lettre, il y avait un paragraphe qui fit geler mon corps tout entier. Amara, s'il m'arrive quelque chose, ne fais confiance à personne dans ma famille. Pas même à Jordan. Pas même à Jordan. Les dernières lignes du testament de Sterling frappèrent mon esprit tendu comme un marteau invisible. Mon corps tout entier se figea. Ma respiration sembla s'arrêter. Je levai lentement la tête, mon regard confus et suspicieux, et fixai la jeune femme assise juste à côté de moi. Jordan, la belle-sœur à qui je venais d'accorder toute ma confiance, la seule alliée que je pensais avoir. Faisait-elle aussi partie de ce jeu cruel? Jordan n'était pas moins abasourdi. Elle fixait les lignes sur l'écran de l'ordinateur portable. Son beau visage était blanc comme de la craie. Il n'y avait plus une goutte de sang dessus. Non, il ne peut pas être sérieux, balbutia-t-elle. Sa voix tremblait. Sterling, pourquoi a-t-il écrit ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Elias assis à côté d'elle était également figé. Toute la pièce retomba dans un silence étouffant, mais cette fois le silence n'était pas le silence de l'unité, mais le silence de la méfiance, du mur invisible qui venait d'être érigé entre nous. Je regardais Jordan, essayant de trouver un signe de fausseté dans ses yeux, mais tout ce que je vis, c'était de la panique, de la douleur et une souffrance extrême. Elle était également choquée, ne pouvait pas croire que son frère, qu'elle aimait tant, puisse se méfier d'elle. Je ne sais rien. Je le jure, Amara. Jordan s'effondra, pleurant. Des larmes de colère coulaient sur ses joues. Pendant 3 ans, j'ai cherché la vérité seule. Je déteste mes parents. Je déteste Victor. Je veux juste que justice soit faite pour mon frère. Pourquoi ne m'a-t-il pas fait confiance? La douleur dans sa voix était trop réelle. Cela ne ressemblait pas à du théâtre, mais les derniers mots de Sterling, les mots d'un homme face à la mort, ne pouvaient pas être une plaisanterie non plus. Il devait y avoir une raison, un problème que Jordan elle-même ignorait. S'il vous plaît, calmez-vous, dit Elias, qui fut le premier à reprendre ses esprits. Il me regarda, puis regarda Jordan. Sterling a écrit ces lignes quand il était acculé. Peut-être qu'il a découvert quelque chose qui l'a fait se méfier de tout le monde. Nous ne pouvons pas condamner Jordan sur la base d'une seule phrase. Il doit y avoir une raison. Les mots d'Elias m'aidèrent à me calmer un peu. C'est vrai. Je ne pouvais pas paniquer. Le plus important maintenant était de trouver la raison de l'avertissement de Sterling. Jordan, essaie de te souvenir, essayez-je de garder ma voix stable. Est-ce que quelque chose s'est passé entre toi et Sterling peu de temps avant qu'il ne disparaisse? Ou as-tu involontairement transmis des informations à tes parents? Jordan sanglotait, essayant de fouiller dans ses souvenirs. Non, rien. Tout entre lui et moi était normal. Il m'a même donné une grosse somme d'argent et m'a dit de partir en vacances pendant un certain temps et de me changer les idées de ne pas rester à la maison. Il a dit que quelque chose de désagréable allait bientôt se produire à la maison. Je pensais qu'il était juste trop prudent. Elle s'arrêta, ses yeux s'écarquillant comme si quelque chose lui venait à l'esprit. Ah oui, une chose s'est produite. Environ 2 semaines avant son départ, j'ai perdu mon téléphone portable. Tu as perdu ton téléphone portable, demandèrent Elias et moi simultanément. Oui, acquiesça Jordan. Son visage était plein de regrets. J'étais dans un bar avec des amis ce jour-là et j'ai un peu trop bu. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, mon téléphone avait disparu. J'ai cherché partout, mais je n'ai pas pu le trouver. Je pensais juste que j'avais été négligente ou qu'il avait été volé. J'ai immédiatement pris une nouvelle carte SIM. Un téléphone portable perdu. Ce détail semblait minime, mais dans cette situation, il pouvait être le lien le plus important. Le téléphone n'a pas été perdu, dit Elias. Sa voix devint aiguë. Il a été volé, et les voleurs étaient tes parents. Ils ont lu tous les messages. Ils savaient que Sterling se méfiait d'eux.
Il savait même qu'il collectait des preuves. Et il savait aussi que tu étais la seule personne à qui il faisait confiance. Et c'est pourquoi, continuai-je, la gorge serrée. C'est pourquoi Sterling pensait que tu l'avais trahi et que tu avais transmis le secret à tes parents. L'avertissement n'était pas parce qu'il la détestait, mais parce qu'il était tellement blessé quand il pensait que même sa sœur, en qui il avait le plus confiance, était du côté des ennemis. Quand Jordan entendit cela, elle s'effondra, le visage sur la table, sanglotant. L'injustice et le regret la tourmentaient. Juste à cause d'un moment de négligence, elle avait involontairement mis son frère dans une situation plus dangereuse et devait porter le stigmate injuste d'une traîtresse pendant 3 ans. Je posai ma main sur son épaule pour la réconforter. Ce n'est pas ta faute. Tu es aussi une victime. Ce n'est pas le moment de t'en prendre à toi-même. Nous connaissons la vérité. Ce que nous devons faire maintenant, c'est faire payer le prix aux criminels, te disculper et obtenir justice pour Sterling. La vérité fut révélée. La méfiance entre nous fut résolue. Maintenant, nous étions encore plus étroitement liés et déterminés. Mais une question plus importante demeurait. Sterling était-il vraiment mort ou juste disparu comme Victor l'avait suggéré? Et s'il était toujours en vie, où était-il? La question de savoir si Sterling était toujours en vie planait lourdement dans l'air oppressant et inquiétant. Au fond de moi, j'avais toujours une minuscule étincelle d'espoir, une croyance persistante qu'il était toujours quelque part dans ce monde, attendant que nous le trouvions. Mais la raison me disait qu'étant donné la cruauté de Victor et la complicité de ses propres parents, la chance de sa survie était presque nulle. Nous ne pouvons pas simplement deviner ici, dit Elias, brisant le silence étouffant. Il pointa l'écran de l'ordinateur portable où le fichier audio de la conversation entre Sterling et Victor était toujours ouvert. La clé est ici. Victor a dit, je te donne une semaine pour le gérer. Gérer peut avoir de nombreuses significations. Cela ne signifie pas nécessairement tuer. Les mots d'Elias furent comme un vent frais rallumant la flamme de l'espoir en Jordan et moi. C'est vrai. Gérer pouvait signifier le retenir, le menacer, le forcer à se taire. Mais s'il est toujours en vie, où mes parents l'ont-ils caché pendant ces 3 dernières années? Demanda Jordan avec scepticisme. Il seul n'était pas capable de faire quelque chose d'aussi grand. Il n'en était pas capable. Mais Victor aurait pu l'être, dis-je. Une supposition glaciale se forma dans ma tête. Victor est le cerveau. Peut-être que mon beau-père n'a pas osé tuer son propre fils. Il a remis Sterling à Victor, et Victor le retient probablement captif. Cette supposition était terrible, mais très logique. Cela expliquait pourquoi il n'y avait aucune trace de Sterling, pourquoi un homme puissant comme Victor avait personnellement dû venir chercher les preuves. Il n'avait pas seulement peur que ses secrets commerciaux soient révélés, mais aussi peur que son crime d'enlèvement et de détention illégale ne soit révélé. Si c'est vrai, nous devons trouver l'endroit où Victor retient Sterling captif, dit Elias. Son visage était très sérieux. Mais c'est un vieux renard. Ses mouvements sont très secrets. Ce n'est pas facile de trouver sa base secrète. Notre enquête a abouti à une autre impasse. Nous avions des preuves de crimes économiques, mais pas le moindre indice sur l'endroit où Sterling pourrait être détenu. Le temps passait, et chaque jour, l'espoir de le retrouver diminuait. Au moment où nous nous sentions le plus désespérés, Jordan a reçu un appel. Le numéro appartenait à une clinique privée à Asheville, en Caroline du Nord. L'expression de son visage est passée de la surprise au choc. Allô? Quoi? Ma mère a eu un accident? Elle a rapidement activé le haut-parleur. À l'autre bout du fil, il y avait la voix d'une infirmière. Oui. Est-ce bien la famille de Madame Céleste Vance? La patiente a eu un accident de la circulation, des blessures assez graves, et est actuellement soignée dans notre clinique en urgence. Nous demandons à la famille de venir immédiatement pour s'occuper des formalités. Elias et moi nous sommes regardés, stupéfaits. Madame Céleste a eu un accident? Pourquoi à Asheville, en Caroline du Nord? Qu'est-ce qu'elle faisait là? Un pressentiment me disait que ce n'était pas une coïncidence. Nous arrivons tout de suite, a répondu Jordan précipitamment en raccrochant. Elle s'est tournée vers moi. Son regard était complexe. Amara, je dois y aller. Malgré tout, c'est ma mère. J'ai compris son dilemme. Peu importe à quel point elle détestait sa mère, elle était toujours la femme qui lui avait donné naissance. Très bien, vas-y. Mais fais très attention.
Je ne pense pas que quelque chose soit normal ici. Pourquoi Asheville, en Caroline du Nord? Je trouve ça étrange, moi aussi. Jordan a hoché la tête, mais je ne peux pas ne pas y aller. Elias, s'il te plaît, reste ici avec Amara. Je vous tiendrai informé immédiatement s'il y a du nouveau. Sur ce, elle s'est rapidement habillée et est partie. En la regardant se précipiter, un mauvais sentiment est monté en moi. J'ai senti que Jordan marchait dans un piège qui avait déjà été tendu. Mes chers téléspectateurs, avez-vous aussi le même mauvais pressentiment qu'Amara? L'accident de Madame Céleste est-il une coïncidence ou une autre manœuvre malveillante dans ce jeu plein d'intrigues? Qui, selon vous, est derrière tout ça? Essayez de deviner et laissez votre commentaire directement sous la vidéo. Je suis très curieuse de connaître vos hypothèses. Et qui sait, peut-être que l'une d'elles est la réponse à notre histoire. Après le départ de Jordan, seul Elias et moi sommes restés dans la pièce. L'inquiétude pour Jordan et l'impasse dans la recherche de Sterling rendaient l'atmosphère très oppressante. Elias a essayé de me réconforter, mais il était lui-même désemparé. Amara, réfléchis encore, a dit Elias, essayant de trouver une nouvelle direction. Sterling t'a-t-il laissé autre chose que cette clé USB? Un cadeau, un souvenir, un mot anodin. J'ai essayé de faire appel à ma mémoire. À part la boîte en bois, il ne m'a rien donné de spécial. Ah, attendez. Environ un mois avant sa disparition, c'était mon anniversaire. Il m'a fait un cadeau assez étrange. Pas de fleurs, pas de bijoux, mais un petit cactus. Un cactus? Elias a froncé les sourcils. Est-ce qu'il avait quelque chose de spécial? Je ne sais pas non plus, ai-je admis. C'était juste un cactus normal, du genre avec de longues épines et des fleurs rouges. Il a dit que le cactus symbolisait la force et la persévérance. Il souhaitait que je sois toujours aussi ferme, quelles que soient les difficultés que je traverserais. Je l'ai emporté avec moi quand j'ai quitté la maison. Il est maintenant sur le rebord de la fenêtre de Jordan dans cet appartement. Mes paroles ont semblé attirer l'attention d'Elias. Il s'est précipité sur le balcon où j'avais placé la plante. Il l'a regardé pendant un moment, puis a soudain crié, « Amara, viens ici !» J'ai rapidement accouru. Elias a pointé une épine de cactus près de la base de la plante. L'épine semblait normale, mais quand j'ai regardé de près, j'ai remarqué qu'elle était différente des autres. Elle n'était pas aussi pointue, et sa couleur était légèrement plus foncée. Elias a utilisé une petite paire de pincettes pour retirer soigneusement l'épine. Et là, nous n'en avons pas cru nos yeux. Ce n'était pas une épine. C'était un minuscule morceau de métal qui était parfaitement déguisé. Et quand Elias l'a ouvert avec précaution, il y avait une puce de suivi GPS à l'intérieur. La puce GPS, un petit dispositif électronique presque invisible, était si intelligemment caché dans l'épine d'un cactus. Elias et moi étions stupéfaits, figés pendant plusieurs secondes. Ma tête tournait. J'ai essayé de relier les événements. Sterling était à nouveau Sterling. Il avait tout planifié à l'avance. Le cadeau d'anniversaire apparemment simple était, en fait, une bouée de sauvetage, un chemin secret qu'il s'était laissé à lui-même. Mon Dieu, Sterling! Il est vraiment trop intelligent, s'est exclamé Elias, sa voix pleine d'admiration mêlée de surprise. Il avait prévu qu'il serait kidnappé. Il a caché cette puce dans l'espoir que tu la trouverais un jour. Mais pourquoi un cactus? Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit directement, ai-je demandé, le cœur rempli de questions. Parce qu'il ne pouvait pas, a expliqué Elias. Son visage était très sérieux. À ce moment-là, Sterling savait qu'il était surveillé. Chaque appel, chaque message pouvait être intercepté. Il ne pouvait pas le dire directement car cela t'aurait mis en danger, toi aussi. Il ne pouvait qu'utiliser une métaphore, une façon que seul toi, sa femme, pouvait comprendre. Le cactus symbolise la force et la persévérance, et peut-être aussi un endroit sec et isolé. L'explication d'Elias était comme un rayon de lumière brillant dans les derniers coins sombres. J'ai compris. J'ai compris le cœur de Sterling. Il ne voulait pas seulement que je sois forte. Il voulait que je le cherche, que je le sauve. Nous devons l'activer immédiatement, ai-je dit avec impatience. Nous devons découvrir où il se trouve. Elias n'a pas hésité. Il a rapidement connecté la puce à l'ordinateur portable. En quelques manœuvres professionnelles, une carte numérique est apparue sur l'écran et un petit point rouge a commencé à clignoter,
apparaissant lentement sur la carte. Nous avons tous deux retenu notre souffle, fixant l'écran. Le point rouge n'était pas à Atlanta, ni à Alpharetta. Il était situé dans une région côtière isolée en Caroline du Nord, près d'Asheville. Asheville, en Caroline du Nord. Mon cœur s'est serré. L'accident de Madame Céleste. L'appel de la clinique d'Asheville. Tout cela n'était pas une coïncidence. C'était un piège. Un piège pour attirer Jordan là-bas. Pour la séparer de moi pendant qu'il déplaçait Sterling ailleurs. Jordan. Jordan est en danger, ai-je crié. La peur m'a envahi. Elias a également réalisé la gravité de la situation. Il a rapidement appelé Jordan, mais son téléphone était injoignable. Merde, Elias a frappé du poing sur la table. Ils ont frappé. Nous devons y aller immédiatement. Mais nous deux seuls, ce n'est pas suffisant, ai-je dit en paniquant. L'endroit est sûrement fortement gardé. Que devons-nous faire alors? Appeler la police? Mais nous n'avons pas de preuves directes. Nous n'en avons pas besoin, a dit Elias. Son regard est soudainement devenu acéré, complètement différent de son apparence d'étudiant habituel. Il a sorti son téléphone portable et a composé un numéro étrange. Allô, c'est l'oncle Ben? C'est Elias. C'est une urgence. Sterling est détenu à Asheville, en Caroline du Nord. Je vous envoie les coordonnées immédiatement. Jordan est également en danger là-bas. J'ai besoin de votre aide. Cette fois, nous devons tout donner. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil pendant quelques secondes. Puis une voix grave s'est fait entendre. Rassemblez-vous à l'ancien lieu de rencontre dans 30 minutes. Apportez tout. L'appel s'est terminé. J'ai regardé Elias, confuse. Oncle Ben? De l'équipement? Elias, qui es-tu vraiment? Elias m'a regardé et a soupiré. Amara, il y a des choses que je ne peux pas encore te dire. Sterling et moi ne sommes pas seulement des amis. Nous sommes des frères dans une autre famille. L'oncle Ben est le chef. Tu as juste besoin de savoir qu'aujourd'hui, même si nous devons retourner tout Asheville, nous ramènerons Sterling et Jordan en toute sécurité. Le secret dans les paroles d'Elias m'a rendu encore plus confuse, mais son regard déterminé et digne de confiance m'a calmé. Je savais que je n'étais plus une femme seule. Derrière moi se tenait une force entière dont je n'avais jamais su l'existence. Les frères de Sterling, qui avaient traversé des épreuves avec lui. Nous n'avions pas de temps à perdre. Elias a rapidement copié toutes les données de la clé USB sur un disque dur externe et me l'a donné. Amara, tu ne peux pas venir avec nous. C'est trop dangereux. Prends ceci et va dans un endroit vraiment sûr que j'ai arrangé et attends notre message. Non, ai-je dit résolument. Sterling est mon mari. Jordan est ma belle-sœur. Je ne peux pas attendre passivement. Je dois venir avec vous. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Mais Elias, je ne vais pas vous barrer la route. Laissez-moi au moins être à proximité. J'ai besoin de les voir sains et saufs de mes propres yeux. Ma détermination a finalement convaincu Elias. Il a hoché la tête. Très bien, mais tu dois promettre de suivre mes instructions. Absolument. Nous sommes sortis en trombe de l'appartement, filant dans la nuit d'Atlanta. Une mission de sauvetage à couper le souffle était sur le point de commencer. La voiture d'Elias a dévalé l'autoroute en direction d'Asheville, en Caroline du Nord. Le ciel nocturne était noir d'encre et lourd, comme si une tempête était sur le point d'éclater. L'endroit où Sterling et Jordan étaient détenus était un manoir abandonné sur une falaise surplombant le lac, complètement isolé de la zone résidentielle. Quand nous sommes arrivés, près d'une douzaine d'hommes en costume noir au visage froid attendaient déjà. « Où est l'oncle Ben » a demandé Elias. L'homme qui ressemblait au chef a secoué la tête. L'oncle Ben a dit qu'il avait quelque chose de plus important à faire. Nous allons juste nous en tenir au plan. Le plan a été rapidement élaboré. Ils se sont divisés en deux équipes d'assaut. Une équipe a attaqué directement pour distraire. L'autre, dirigée par Elias, s'est faufilée le long de la paroi de la falaise à l'arrière pour infiltrer. On m'a dit de rester dans la voiture et de regarder à travers l'écran connecté à une caméra de drone. L'attaque a commencé. Des coups secs avec des silencieux ont résonné dans la nuit. L'écran de la caméra tremblait. J'ai retenu mon souffle, suivant chaque pas de l'équipe d'Elias.
Ils se sont déplacés de manière professionnelle et coordonnée comme dans un film d'action. Ils ont rapidement neutralisé le cercle extérieur et sont entrés dans le manoir. Mais au moment où l'équipe d'Elias défonçait la porte d'entrée, une forte explosion a retenti depuis le sous-sol. Tout le manoir a tremblé. Merde. Ils vont tout faire sauter, a crié Elias à la radio. Tout le monde dedans. Trouvez-les immédiatement. Mon cœur menaçait de sortir de ma poitrine. Je ne pouvais plus rester les bras croisés. J'ai ouvert la portière de la voiture et j'ai couru vers le manoir fumant. Je devais les trouver. À l'intérieur, c'était le chaos. Les meubles étaient éparpillés. Les hommes de main de Victor gisaient immobiles sur le sol. J'ai couru à travers les pièces, appelant désespérément les noms de mon mari et de ma belle-sœur. Sterling. Jordan. Et puis, au bout du couloir, j'ai vu une porte de sous-sol légèrement entr'ouverte. Sans hésitation, je me suis précipité dans l'escalier du sous-sol. Les escaliers étaient sombres et humides. Quand je suis arrivé en bas, une vision terrible m'attendait. Jordan était attaché à un pilier, sa bouche bâillonnée. Non loin de là, un homme barbu émacié gisait sur un vieux lit de fer. Victor se tenait là, un pistolet pointé sur la tête de l'homme. À côté de lui se tenaient Monsieur Ellis et Madame Céleste. Tout le monde se fige, a crié Victor en voyant l'équipe d'Elias et moi nous précipiter. Faites un pas de plus et votre fils bien-aimé est mort. Bien que l'homme sur le lit ait beaucoup changé, j'ai reconnu ses yeux, son regard. C'était Sterling. Il était toujours en vie. Maman, papa, pourquoi êtes-vous ici, a balbutié Jordan après que le bâillon ait été enlevé de sa bouche. Espèce d'enfant stupide, a sifflé Madame Céleste. L'accident n'était qu'un stratagème pour t'attirer ici. Tout ça pour que ta chère belle-sœur remette les preuves. Il s'est avéré que tout avait été un piège depuis le début. Un piège destiné à nous trois. Le sous-sol humide et oppressant est soudainement devenu une scène mortelle. La seule lumière jaunâtre d'une lampe de plafond projetait des ombres déformées et sinistres sur le mur. L'odeur piquante de la poudre à canon se mélangeait à l'odeur de la moisissure et de la peur. Je me tenais là, confronté au canon noir de Victor, et derrière lui se tenaient toutes les personnes qui avaient plongé ma vie dans une tragédie. M. Ellis, Madame Céleste et l'homme que j'avais désiré ardemment gisaient là, faible et fragile comme une bougie dans le vent. Vous êtes très intelligente, a souri Victor, le sourire d'un homme qui pensait avoir assuré la victoire. Vous êtes arrivé jusqu'ici, mais la route s'arrête ici. Remettez la clé USB et toutes les copies. Ensuite, je laisserai votre mari et vous mourir doucement. Laissez-le partir, a rugi Elias derrière moi. Lui et ses frères avaient pris position, leurs armes chargées, mais personne n'osait faire un geste imprudent tant que Sterling était retenu en otage. La situation était tendue comme un fil tendu. Chaque petit mouvement pouvait déclencher un massacre. Amara, ne le fais pas. Ne lui donne rien. La voix faible de Sterling a retenti. Bien qu'il ait été retenu captif pendant 3 ans, même si son corps était affaibli, son regard sur moi était toujours résolu. Les preuves doivent être révélées. Tu es toujours aussi grandiloquent. Victor a pressé le canon du pistolet plus fort contre la tempe de Sterling, le faisant tressaillir de douleur. Je vais compter jusqu'à 3. Si tu ne lances pas la clé USB, il reçoit une balle en premier. 1. Tout mon corps tremblait. J'ai regardé Elias, implorant de l'aide. Il a légèrement secoué la tête, me signalant de rester calme. 2. Arrêtez, ai-je crié. Ma voix était brisée. Très bien, je vais vous la donner. Ne lui faites pas de mal. Tremblante, j'ai sorti le disque dur externe de ma poche et je l'ai lentement posé sur le sol. Le voilà. Laissez-le partir. Victor a ri sauvagement. Un rire cruel. Tu crois que je suis stupide? Fais-le glisser ici. J'ai fait ce qu'il a dit, poussant légèrement le disque dur avec mon pied sur le sol en ciment vers lui. Un des hommes de main de Victor s'est précipité et l'a ramassé. Il l'a branché dans un ordinateur portable préparé. Chef, c'est ça. Toutes les données sont là. Bien. Très bien. Victor a hoché la tête. Son visage était triomphant. Il m'a regardé, les yeux pleins de moquerie. L'amour est vraiment quelque chose de stupide. Pour un homme mourant, tu es prêt à tout jeter. Maintenant, en récompense de ton obéissance, je vais vous laisser mourir ensemble.
Il a levé le pistolet et l'a pointé directement sur moi. J'ai fermé les yeux. Seule l'image du petit Zion est apparue dans mon esprit. Mon enfant, je suis désolé. Un coup de feu assourdissant a retenti, mais pas de larmes de Victor. J'ai tressailli, ne ressentant aucune douleur. J'ai lentement ouvert les yeux. Le pistolet dans la main de Victor était tombé sur le sol. Son bras saignait. Il regardait, stupéfait, l'escalier du sous-sol d'où était parti le coup de feu. Tout le monde s'est retourné. Là, sortant de l'obscurité, se tenait un homme d'âge moyen, posé, mais ses yeux étaient aiguisés comme un couteau. Dans sa main, il tenait une arme de poing qui fumait encore. « Oncle Ben » s'est exclamé Elias, stupéfait. L'homme appelé l'oncle Ben n'a rien dit, il est juste descendu lentement les escaliers. Derrière lui, des dizaines de policiers lourdement armés ont fait irruption et ont rapidement maîtrisé tous les hommes de main de Victor. « Victor, le spectacle est terminé » a dit l'oncle Ben. Sa voix était grave et pleine d'autorité. Victor a regardé l'oncle Ben. Son visage était blanc comme un linge. « Toi, qui es-tu ? » »« Juste un vieil ami à toi. » L'oncle Ben a souri faiblement. « Quelqu'un qui te surveille depuis 20 ans, et qui a attendu ce jour pour recouvrer une vieille dette. » Monsieur Ellis et Madame Céleste sont devenus pâles en voyant que la situation avait changé. Ils se sont précipités à genoux, pleurant et suppliant. « Épargnez-nous. Nous avons été forcés. C'est toute la faute de Victor. Nous n'avons rien à voir avec ça. » Mais il était trop tard. La police est arrivée et leur a mis des menottes. Madame Céleste n'a pas cessé de crier et de me maudire comme la guigne qui avait ruiné toute leur famille. Monsieur Ellis a seulement baissé la tête et a silencieusement accepté son sort. Dans le chaos, j'ai rapidement couru vers Sterling. Il s'était évanoui d'épuisement. Elias et les autres ont également rapidement libéré Jordan. Nos retrouvailles ont eu lieu au milieu des larmes et des sirènes de police hurlantes. Quelques jours plus tard, quand tout s'est calmé, l'oncle Ben m'a raconté toute la vérité. Il s'est avéré qu'il n'était pas seulement le chef du groupe criminel auquel appartenaient Elias et Sterling. Il était aussi le frère biologique d'une des victimes décédées dans un accident de construction il y a des années, un incident également causé par Victor pour réduire les témoins au silence. Pendant 20 ans, il avait secrètement recueilli des preuves et bâti son propre pouvoir juste pour un jour renverser l'empire criminel de Victor. Sterling était entré en contact avec lui par hasard lors de son enquête sur son propre père. Les deux hommes avec le même objectif ont décidé de travailler ensemble. Donc, la disparition de Sterling faisait partie du plan, a expliqué l'oncle Ben. Sterling savait qu'il ne pouvait pas affronter Victor et son propre père directement. Il a fait semblant de se rendre et s'est laissé capturer pour tendre un piège parfait. Il croyait que seule sa fausse mort pouvait faire baisser la vigilance de Victor et plus important encore te réveiller, Amara. Il savait que seul l'amour et la douleur de la perte pouvaient rendre une femme au bon cœur comme toi assez forte pour chercher la vérité par toi-même. J'ai figé. Des larmes ont de nouveau coulé sur mes joues. Il s'est avéré que tout, ma douleur, mon désespoir, mon chemin vers la justice, était inclus dans son plan. Il avait risqué sa propre vie, pariant sur notre amour et ma force. Et le disque dur était faux. L'oncle Ben a souri. Il avait déjà envoyé l'original au FBI quand tu l'as trouvé. Ce que tu as donné à Victor n'était qu'un appât pour gagner du temps. Le procès contre Victor et ses complices s'est déroulé rapidement. Avec des preuves irréfutables, Victor a reçu la peine maximale. M. Ellis et Madame Céleste ont également payé le prix de leur crime avec de longues années derrière les barreaux. 1 an plus tard, par un après-midi ensoleillé à Asheville, en Caroline du Nord, j'étais assise sur le rivage à regarder deux hommes, un grand et un petit, jouer avec les vagues. Le petit Zion riait fort dans les bras de son père. Sterling s'était presque complètement rétabli après une longue thérapie. Les blessures physiques étaient guéries, mais les cicatrices sur son âme ne disparaîtraient peut-être jamais complètement. Maman, viens ici et joue avec papa et moi. L'appel de Sterling m'a ramené au présent. J'ai souri, je me suis levé et j'ai couru vers eux. Sterling s'est retourné, a ouvert les bras et m'a serré dans ses bras, ainsi que notre fils. Je suis désolé, a-t-il murmuré à mon oreille. Je suis désolé de t'avoir fait traverser tout ça. J'ai secoué la tête et me suis appuyé contre son épaule. Ce n'est pas grave. Tout est fini. Le plus important est que notre famille soit de nouveau réunie maintenant.
Jordan et Elias étaient également devenus un couple. Ils ont décidé de laisser derrière eux les hostilités du monde criminel et de créer une petite entreprise de technologie ensemble pour vivre une vie paisible. Je rendais parfois visite à Madame Céleste en prison. Elle avait beaucoup vieilli, avait perdu son ancienne malice et était seulement calme et seule. Elle ne disait rien, elle pleurait seulement. Je ne disais rien non plus, je posais seulement silencieusement un panier de fruits et je partais. Le pardon est difficile, mais l'oubli est peut-être la vraie paix. Le soleil s'est lentement enfoncé dans la mer, colorant tout le ciel d'un jaune orange chaud. J'ai regardé mon mari et mon fils. Mon cœur était rempli d'un bonheur simple. La tempête était vraiment terminée. Après tout, nous avions trouvé le lever du soleil pour nos propres vies. Un lever de soleil sans mensonge, sans haine, seulement avec l'amour et la foi en demain. Je vous parle du fond du cœur. Maintenant, après tout ce que j'ai vécu, les trahisons, la peur, les secrets qui ont failli m'anéantir, j'ai réalisé quelque chose d'important. La vie a une façon de nous pousser dans l'obscurité pour que nous apprenions à créer notre propre lumière. Personne n'est venu me sauver. J'ai dû faire le premier pas courageux moi-même. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour changer toute l'histoire. Donc, si vous traversez quelque chose de lourd, ne laissez personne vous convaincre que vous êtes impuissant. Vous seriez étonné de la force que vous découvrirez une fois que vous aurez décidé que vous méritez mieux. Si vous ressentez la même chose et que vous avez aimé mon histoire, montrez-le en envoyant un like. Voyons combien nous sommes. Et je suis curieuse, de quelle ville écoutez-vous? Et quelle heure est-il là-bas? Écrivez-le dans les commentaires. Si vous souhaitez me soutenir afin que je puisse continuer à partager ces histoires émotionnelles et poignantes chaque jour. Même un petit don fait une grande différence et aide vraiment à maintenir la chaîne en vie. Pour plus d'histoires de vie comme celle-ci, vous pouvez consulter mes autres vidéos et vous abonner à la chaîne. Vous verrez 2 nouvelles histoires sur l'écran maintenant. Je suis sûr que vous en aimerez au moins une. Il suffit de cliquer et de commencer à écouter. Je vous aime.